Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait La guerre des mondes d'Herbert George Wells. Et nous arrivons au chapitre 9, c'est notre deuxième épisode sur cette œuvre. Si vous voulez voir les épisodes précédents et les épisodes à suivre aussi d'ailleurs, vous retrouverez tout ça dans ma playlist YouTube aussitôt qu'ils sont disponibles. La playlist se nommera Et si on lisait La guerre des mondes, tout simplement. Et si vous voulez vous repérer dans cet épisode précisément, je vous rappelle en rediffusion sur YouTube qu'il existe la barre de lecture de la vidéo ou la description de la vidéo et qu'il s'y présente à vous des timecodes, des chapitrages, des séquençages de la vidéo, ce qui vous permet directement de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller au chapitre qui vous intéresse. Voili voilou. Pour l'heure, on est en live et comme d'habitude, j'accueille ceux qui sont là. Bonsoir à tous, bonsoir Zikael, bonsoir l'écoute aux portes, comment allez-vous? Pour ma part, ça va pas trop mal, merci de le demander Zika. J'ai un peu des restes de mal de dos parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un lumbago en début de semaine. Donc j'ai un peu des restes de mal de dos, je pense que c'est surtout aussi du fait que la froidure est rentrée très dur dans le game. Vraiment là depuis une grosse semaine, il fait extrêmement froid je trouve pour la saison. Donc c'est un peu complexe, mais sinon ça va. Et vous, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonsoir Mopito, bonsoir Petite Sab, ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisé Petite Sab, ça fait plaisir. Bonsoir Nils, coucou, ça fait plaisir de te voir sur le live. Eh ben, vous êtes nombreux dès le début comme ça fait trop plaisir en vrai. Merci beaucoup. D'ailleurs, petite Sab, est-ce que c'est toi qui as aimé des vidéos de ma chaîne de ma page Planétéo sur Facebook tout à l'heure? Je me demandais. Bref. Prête pour les aliens à tentacules. C'est vrai qu'il y a ça au programme ce soir, l'écoute aux portes. Restez, restez, on n'est pas dans un hentai, tout va bien se passer. Du coup, la guerre des mondes, on l'a commencé mardi. Pour le moment, je suis ultra hypé, je suis ultra entré dans le truc, c'est un truc de ouf. Je trouve ça vraiment prenant. C'est hyper calme, mais je sais pas, j'adore cette ambiance qui est en train de s'instaurer. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous également. Merci Mopito. Oh! Putain, c'est vraiment très rare que j'ai des dons de bits. Donc merci beaucoup Mopito, ça fait très plaisir. Merci beaucoup pour les 100 bits. Donc oui, pour le moment je suis à fond dedans. J'ai hâte de voir ce qui va maintenant arriver parce que c'est vrai qu'on n'est pas allé très loin. Là on est plutôt dans de la scène d'exposition entre guillemets. D'ailleurs on est encore dans le livre premier, sachant que l'œuvre se sépare en livre premier et livre second il me semble. Ouais c'est ça. Donc on est toujours dans le livre premier avec l'arrivée des Martiens. Et pour le moment on a vraiment eu relativement peu d'action. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je suis en train de lire le chat en même temps et ça me fait rire. Mais je trouve ça hyper intéressant, j'ai vraiment kiffé. Et, euh, et ouais, pour le moment, on a vu un premier alien, peut-être deux d'ailleurs, et surtout un premier cylindre, ces mystérieux cylindres qui tombent comme des météores depuis la planète Mars. Et donc, on s'en était arrêté à l'instant, alors c'était le chapitre, je crois, se nommait Vendredi soir, et il me semble qu'on va enchaîner avec samedi directement. Et dans la nuit de vendredi soir à samedi, si je dis pas de bêtises, du coup, venait de tomber le deuxième cylindre, alors peut-être la deuxième incursion martienne sur la Terre, je ne sais pas. Bref, en vrai, je suis hyper hypé. L'air de rien, c'est un petit cliffhanger, mais bon, en même temps, c'est vrai que, comme je le dis, le rythme est vraiment lent, vraiment calme. Donc, on n'est pas pris non plus par la frénésie de l'action, mais je sais pas, j'aime beaucoup cette ambiance posée. Bref. Je ne sais pas combien de pages je vais lire ce soir, encore une fois, on verra bien. Je pense que je vais essayer de faire 3 fois 20 minutes de lecture. Je pense que c'est un bon rythme en vrai, ça me semble être pas déconnant. Et écoutez, on va être parti, je crois, hein. Tu as publié un livre, me demande Petite Sab. Non, je n'ai pas publié de livre. Je suis en train d'y travailler. Je suis en train d'y travailler. Ce sera un triptyque avec mes 3 recueils de poèmes. Ensuite, il y aura une interface, comme j'ai appelé ça. Donc, ça sera la postface des poèmes et la préface des chroniques. Et donc, enfin, tu l'auras compris, il y aura des chroniques. Les chroniques, les écrivains.
Vous trouvez tout sur Wattpad, c'est déjà disponible gratos sur Wattpad, à part l'interface qui est écrite exclusivement pour la publication papier. Et du coup, bah, la mise en page, etc., forcément. D'ailleurs, ça prend beaucoup, beaucoup de travail. J'ai partagé ça tout à l'heure sur Instagram. J'arrive à la page 95, même si en vérité, les pages 90 à 95 ne sont pas encore... elles sont écrites, mais elles ne sont pas encore mises en page. Et c'est un travail énormissime. Il faut le lien dans le chat. Oui, très bien, Nils. Je vais faire ça. Je sais plus si j'ai le lien Wattpad bindé à une touche. Attendez, je regarde vite fait. Ouais, non, il faudrait que je le fasse parce que je l'ai plus. Faudrait que je le fasse parce que je l'ai plus. Du coup, il faut que j'aille le chercher manuellement. Hop, hop, hop. Et voilà pour vous, les amis. Hop. Du coup, Nils, je relève pas ta vanne, mais elle m'a fait bien rire. Bref. Euh, Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc voilà, petite Sab, je travaille là-dessus activement. Je vous avais donné comme deadline, entre guillemets, octobre. J'espère vraiment que ça se fera ce mois-ci, décidément. Je bouffe ma langue, c'est terrible. Mais rien n'est moins sûr, puisque c'est vraiment beaucoup de boulot et plus que ce que j'imaginais. En fait, à la toute base, j'avais estimé que j'arriverais à peu près à 80-90 pages. J'en suis à 95 et j'estime ne pas être arrivé à la moitié du travail. Pas à la moitié des pages, mais à la moitié du travail. Donc ouais, il me reste encore un petit marathon. Et après ce marathon, il faudra que je fasse également la couverture. Il faudra également que je fasse bah, tout ce qui est, on va dire, comment appeler ça? Paperasse, entre guillemets, administrative. Je sais pas trop comment appeler ça parce que c'est uniquement internetisé, mais bon, bref. Voilà, il va falloir que je fasse les démarches. Voilà, c'est la manière la plus simple de le dire. Mais ouais, j'aimerais vraiment que ça arrive avant fin octobre. Si ça arrive pas en octobre, ça arrivera en novembre. Mais bon, je j'ai pas envie que ça dure 1000 ans. Je suis hypé pour le sortir le plus tôt possible. Bref, voilà, voilou. Trêve de bavardage parce que je n'aime pas faire des intros et des pauses plus longues que la lecture et j'ai tendance à le faire bien trop souvent. Donc je vous propose de directement plonger. Ouf. Ah, j'ai pas réussi à faire bien le plongeon. Bref, c'était naze à chier, je ne ferai plus jamais cet effet visuel. Du coup, je vous propose directement de plonger dans le chapitre 9, à la suite du chapitre 8, vous l'aurez compris, avec ce fameux second cylindre qui descend sur Terre. Et donc, après vendredi, s'enchaîne samedi, bien entendu, 3 sur 10. Merci Nils, c'est déjà généreux. Je vous invite à vous installer bien confortablement, chers amis, à prendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude. Et je vous souhaite la bonne santé. Merci beaucoup à Dilbenz de passer faire un petit coucou sur Twitch pour me dire ça, c'est très gentil. Merci beaucoup, beaucoup. Franchement, ça peut paraître rien, mais tous les petits commentaires que vous me laissez sur YouTube, tous les petits messages que vous m'envoyez en privé sur les chats, etc., ça joue beaucoup dans ma motivation et enfin ça joue beaucoup. Ça joue dans ma motivation, ça en fait partie et je ne vous remercierai jamais assez de vos petits commentaires, ça fait vraiment plaisir. Bien, trêve de bavardage, on change de setup, tel les aliens machines tentacules chelous. Bzz, bzz. Hop, ça y est, c'est bon. Tout est réglé. Et du coup, je vais essayer de lire une vingtaine, trentaine de minutes environ. Pendant la lecture, comme d'habitude, je ne m'interromps pas. Je ne m'interromps pas afin que ça soit le maximum fluide et agréable à vos oreilles. Et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Allez, je le fais une fois, mais après j'oublierai des gens, donc voilà. Je le fais juste cette fois-là, hein. C'est rien que pour vous. Du coup, bonne lecture, bonne écoute, Zikael, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute Mopito, bonne écoute Petite Sab, bonne écoute Nils, bonne écoute Adil Benz, bonne écoute à tous ceux qui seraient dans l'ombre du chat et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la première pause. 9. La lutte commence. La journée du samedi est restée dans ma mémoire comme un jour de répit.
Ce fut aussi un jour de lassitude, lourd et étouffant, avec, m'a-t-on dit, de rapides fluctuations du baromètre. J'avais peu dormi, encore que ma femme eût réussi à le faire, et je me levai de bonne heure. Avant le déjeuner, je descendis dans le jardin et j'écoutai, mais rien d'autre que le chant d'une alouette ne venait de la lande. Le laitier passa, comme d'habitude. J'entendis le bruit de son chariot, et j'allai jusqu'à la barrière pour avoir de lui les dernières nouvelles. Il me dit que pendant la nuit, les Martiens avaient été cernés par des troupes et qu'on attendait des canons. Alors, comme une note familière et rassurante, j'entendis un train qui traversait Woking. « On tâchera de ne pas les tuer, » dit le laitier, « si on peut l'éviter sans trop de difficultés. » J'aperçus mon voisin qui jardinait, et je devisai un instant avec lui, avant de rentrer pour déjeuner. C'était une matinée des plus ordinaires. Mon voisin émit l'opinion que les troupes pourraient ce jour-là détruire ou capturer les Martiens. « Quel malheur qu'ils se rendent si peu approchables, dit-il. Il est curieux de savoir comment on vit sur une autre planète. On pourrait en apprendre quelque chose. Il vint jusqu'à la haie et m'offrit une poignée de fraises, car il était aussi généreux que fier des produits de son jardin. En même temps, il me parla de l'incendie des bois de pin, au-delà des prairies de Byfleet. On prétend, dit-il, qu'il est tombé par là une autre de ces satanées choses, le numéro 2. Mais il y en a assez d'une à coup sûr. Cette affaire-là va coûter une jolie somme aux compagnies d'assurance avant que tout soit remis en place. En disant cela, il riait avec un air de parfaite bonne humeur. Les bois brûlent encore, me dit-il en indiquant un nuage de fumée. Ça couvrira longtemps sous les pieds à cause de l'épaisseur des herbes et des aiguilles de pin. Puis, avec gravité, il ajouta diverses réflexions au sujet du pauvre Ogilvy. Après déjeuner, au lieu de me mettre au travail, je décidai de descendre jusqu'à la lande. Sous le pont du chemin de fer, je trouvai un groupe de soldats, du génie, je crois, avec de petites toques rondes, des jaquettes rouges, sales et déboutonnées, laissant voir leurs chemises bleues, des pantalons de couleur foncée et des bottes montant jusqu'aux mollets. Ils me dirent que personne ne devait franchir le canal, et, sur la route au-delà du pont, j'aperçus un des hommes du régiment de Cardigan placé là en sentinelle. Pendant un instant, je causai avec ces soldats. Je leur racontai ce que j'avais vu des Martiens le soir précédent. Aucun d'eux ne les avait vus jusqu'à présent, et ils n'avaient à ce sujet que des idées très vagues, en sorte qu'ils m'accablèrent de questions. Ils ne savaient pas, me dirent-ils, le but de ces mouvements de troupes. Ils avaient cru d'abord qu'une mutinerie avait éclaté au campement des Horse Guards. Le simple sapeur du génie est, en général, mieux informé que le troupier ordinaire, et ils se mirent à discuter avec une certaine intelligence des conditions particulières de la lutte possible. Je leur fis une description du rayon ardent, et ils commencèrent à argumenter entre eux à ce sujet. Se glisser aussi près que possible en restant à l'abri, et se jeter sur eux, voilà ce qu'il faut faire, dit l'un. Tais-toi donc, répondit un autre. Qu'est-ce que tu feras avec ton abri contre leur diable de rayon ardent? Tu iras te faire cuire. Ce qu'il y a à faire, c'est de s'approcher autant que le terrain le permettra, et là creuser une tranchée. Un beau moyen, les tranchées. Il ne parle tout le temps que de creuser des tranchées, celui-là. C'est pas un homme, c'est un lapin. Alors ils n'ont pas de cou? Me demanda brusquement un troisième, petit homme brun et silencieux qui fumait sa pipe. Je répétai ma description. Des pieuvres, tout simplement, dit-il. On dit que ça pêche les hommes. Maintenant, on va se battre avec des poissons. Il n'y a pas de crime à massacrer les bêtes comme ça, remarqua le premier qui avait parlé. Pourquoi ne pas bombarder tout de suite ces sales animaux et en finir d'un seul coup, dit le petit brun. On ne peut pas savoir ce qu'ils sont capables de faire. Où sont tes obus? Demanda le premier. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut charger dessus et tout de suite, c'est mon avis. Ils continuèrent à discuter la chose sur ce ton. Après un certain temps, je les quittai et me dirigeai vers la gare pour y chercher autant de journaux du matin que j'en pourrais trouver. Mais je ne fatiguerai pas le lecteur par une description plus détaillée de cette longue matinée et de l'après-midi plus longue encore. Je ne pus parvenir à jeter le moindre coup d'œil sur la lande, car même les clochers des églises de Horsell et de Chobham étaient aux mains des autorités militaires. Les soldats auxquels je m'adressais ne savaient rien. Les officiers étaient aussi mystérieux que préoccupés. Je trouvai les gens de la ville pleinement rassurés par la présence des forces militaires, et j'appris alors de la bouche même de Marshall, le marchand de tabac, que son fils était parmi les morts, autour du cylindre. Les soldats avaient obligé les habitants, sur la lisière de Horsell, à fermer et à quitter leur maison. Je revins chez moi pour déjeuner, vers 2 heures, très fatigué, car, ainsi que je l'ai dit,
La journée était extrêmement chaude et lourde, et afin de me rafraîchir, je pris un bain froid. Vers 4h30, je retournai à la gare chercher les journaux du soir, car ceux du matin ne donnaient qu'un récit très inexact de la mort de Stent, d'Henderson, d'Ogilvy et des autres. Mais ils ne renfermaient rien que je ne connusse déjà. Les Martiens ne laissaient rien voir d'eux-mêmes. Ils semblaient très affairés dans leurs trous, d'où sortait continuellement un bruit de marteau et une longue traînée de fumée. Apparemment, ils activaient leurs préparatifs pour la lutte. De nouvelles tentatives pour communiquer avec eux ont été faites sans succès. Tel était le titre que reproduisaient tous les journaux. Un sapeur me dit que ces tentatives étaient faites par un homme qui d'un fossé agitait un drapeau au bout d'une perche. Les Martiens accordaient autant d'attention à ces avances que nous en prêterions au mugissement d'un bœuf. Je dois avouer que la vue de tout cet armement, de tous ces préparatifs, m'excitait grandement. Mon imagination devint belliqueuse et infligea aux envahisseurs des défaites remarquables. Les rêves de batailles et d'héroïsme de mon enfance me revinrent. À ce moment même, il me semblait que la lutte allait être inégale, tant les Martiens me paraissaient impuissants dans leurs trous. Vers 3 heures, on entendit des coups de canon à intervalles réguliers dans la direction de Chertsey ou d'Addlestone. J'appris que le bois de pins incendiés dans lequel était tombé le second cylindre était canonné dans l'espoir de détruire l'objet avant qu'il ne s'ouvrît. Ce ne fut pas avant 5 heures, cependant, qu'une pièce de campagne arriva à Chobham pour être braquée sur les premiers Martiens. Vers 6 heures du soir, je prenais le thé avec ma femme dans la véranda, causant avec chaleur de la bataille qui nous menaçait, lorsque j'entendis, venant de la lande, le bruit assourdi d'une détonation et immédiatement une rafale d'explosion. Aussitôt suivit tout près de nous un violent et retentissant fracas qui fit trembler le sol, et, me précipitant au dehors sur la pelouse, je vis les cimes des arbres autour du collège oriental, enveloppées de flammes rougeâtres et de fumée, et le clocher de la chapelle s'écrouler. La tourelle de la mosquée avait disparu, et le toit du collège lui-même semblait avoir subi les effets de la chute d'un obus de 100 tonnes. Une de nos cheminées craqua comme si elle avait été frappée par un boulet. Elle vola en éclats et les fragments dégringolèrent le long des tuiles pour venir s'entasser sur le massif de fleurs, près de la fenêtre de mon cabinet de travail. Ma femme et moi restâmes stupéfaits. Je me rendis compte alors que la crête de la colline de Maybury était à portée du rayon ardent des Martiens, maintenant qu'on s'était débarrassé du collège qui était un obstacle gênant. Je saisis ma femme par le bras, et sans cérémonie, l'entraînai jusque sur la route. Puis j'allai chercher la servante, en lui disant que j'irais prendre moi-même la malle qu'elle réclamait avec insistance. « Nous ne pouvons pas rester ici, dis-je. Au moment même, la canonnade reprit un instant sur la lande. « Mais où allons-nous aller » demanda ma femme terrifiée. Je réfléchissais, perplexe, puis je me souvins de ses cousins à Leatherhead. « À Leatherhead » criai-je, dans le fracas qui recommençait. Elle regarda vers le bas de la colline. Les gens surpris sortaient de leur maison. « Mais comment irons-nous jusque-là » s'enquit-elle. Au bas de la route, j'aperçus un peloton de hussards qui passait au galop sous le pont du chemin de fer. Quelques-uns entrèrent dans la cour du collège oriental, les autres mirent pied à terre et commencèrent à courir de maison en maison. Le soleil, brillant à travers la fumée qui montait des cimes des arbres, semblait rouge sang et jetait sur les choses d'une clarté lugubre et sinistre. « Reste ici, tu es en sûreté, dis-je à ma femme, et je me mis à courir vers l'hôtel du chien tigré, car je savais que l'hôtelier avait un cheval et un dog-cart. Je courais de toutes mes forces, car je me rendais compte que dans un moment, tout le monde sur ce versant de la colline serait en mouvement. Je trouvai l'hôtelier derrière son comptoir, absolument ignorant de ce qui se passait derrière sa maison. Un homme qui me tournait le dos lui parlait. « Ce sera 1 livre, disait l'hôtelier, et je n'ai personne pour vous le mener. »« J'en donne 2 livres, dis-je par-dessus l'épaule de l'homme. « Quoi ? Et je vous le ramène avant minuit. » Achevai-je. « Mais diable, dit l'hôtelier, qu'est-ce qui presse ? Je suis en train de vendre un quartier de porc. 2 livres et vous me le rapportez ? Qu'est-ce qui se passe donc ?» Je lui expliquai rapidement que je devais partir immédiatement de chez moi, et je m'assurai ainsi la location du dog-cart. À ce moment, il ne me sembla pas le moins du monde urgent pour l'hôtelier qu'il quittât son hôtel. Je m'arrangeai pour avoir la voiture sur le champ, la conduisis à la main le long de la route, puis la laissant à la garde de ma femme et de ma servante, me précipitai dans la maison et empaquetai divers objets de valeur, argenterie et autres. Les êtres du jardin brûlaient pendant ce temps, et des palissades du bord de la route s'élevaient des flammes rouges. Tandis que j'étais ainsi occupé, l'un des hussards à pied arriva. Il courait de maison en maison,
avertissant les gens du danger et les invitant à sortir. Il passait justement comme je sortais, traînant mes trésors, enveloppés dans une nappe. Je lui criai « Quelle nouvelle ?» Il se retourna, les yeux effarés, brailla quelque chose comme sorti du trou dans une chose pareille à un couvercle de plat, et se dirigea en courant vers la porte de la maison située au sommet de la montée. Un soudain tourbillon de fumée, parcourant la route, le cacha pendant un moment. Je courus jusqu'à la porte de mon voisin, frappé par acquis de conscience, car je savais que sa femme et lui étaient partis pour Londres et qu'ils avaient fermé leur maison. J'entrai de nouveau chez moi, car j'avais promis à la servante d'aller chercher sa malle et je la ramenai dehors, la casai auprès d'elle sur l'arrière du dog-cart, puis je pris les rênes et sautai sur le siège à côté de ma femme. En un instant, nous étions hors de la fumée et du bruit, et descendions vivement la pente opposée de la colline de Maybury vers Old Woking. Devant nous s'étendait un tranquille paysage ensoleillé, des champs de blé de chaque côté de la route, et l'auberge de Maybury avec son enseigne oscillante. J'aperçus la voiture du docteur devant nous. Au pied de la colline, je tournai la tête pour jeter un coup d'œil sur ce que je quittais. D'épais nuages de fumée noire coupés de longues flammes rouges s'élevaient dans l'air tranquille et projetaient des ombres obscures sur les cimes vertes des arbres, vers l'est. La fumée s'étendait déjà fort loin, jusqu'au bois de sapins de Byfleet vers l'est, et jusqu'à Woking à l'ouest. La route grouillait de gens, accourant vers nous. Très affaibli maintenant, mais très distinct à travers l'air tranquille et lourd, on entendait le bourdonnement d'un canon qui cessa tout d'un coup, et les détonations intermittentes des fusils. Apparemment, les Martiens mettaient le feu à tout ce qui se trouvait à portée de leurs rayons ardents. Je ne suis pas un cocher expert, et il me fallut bien vite donner toute mon attention au cheval. Quand je me tournai une fois encore, la seconde colline cachait complètement la fumée noire. D'un coup de fouet, j'enlevai le cheval, lui lâchant les rênes jusqu'à ce que Woking et Send fussent entre nous, et tout ce tumulte. Entre ces deux localités, j'avais rattrapé et dépassé la voiture du docteur. « 10. En pleine mêlée. Leatherhead est à environ 12 miles de Maybury Hill. L'odeur des foins emplissait l'air. Au long des grasses prairies au-delà de Pireford, je pense qu'on dit Pireford, c'est dur à dire du coup, je vais dire Pireford. Au-delà de Pireford et de chaque côté, les haies étaient revêtues de la douceur et de la gaieté de multitudes d'aubépines. La sourde canonnade qui avait éclaté tandis que nous descendions la route de Maybury avait cessé aussi brusquement qu'elle avait commencé, laissant le crépuscule paisible et calme. Nous arrivâmes sans mésaventure à Leatherhead, vers 9 heures, et le cheval eut 1 heure de repos tandis que je soupais avec mes cousins et recommandais ma femme à leurs soins. Pendant tout le voyage, ma femme était restée silencieuse et elle semblait encore tourmentée de mauvais pressentiments. Je m'efforçai de la rassurer, insistant sur le fait que les Martiens étaient retenus dans leur trou par leur excessive pesanteur, qu'ils ne pourraient, à tout prendre, que se glisser à quelques pas alentour de leur cylindre. Mais elle ne répondit que par monosyllabes. Si ce n'avait été ma promesse à l'hôtelier, elle m'aurait, je crois, supplié de demeurer à Leatherhead cette nuit-là. Que ne l'ai-je donc fait? Son visage, je me souviens, était affreusement pâle quand nous nous séparâmes. Pour ma part, j'avais été toute la journée fébrilement surexcité, quelque chose d'assez semblable à la fièvre guerrière qui, à l'occasion, s'empare de toute une communauté civilisée, me courait dans le sang, et au fond, je n'étais pas autrement fâché d'avoir à retourner à Maybury ce soir-là. Je craignais même que cette fusillade que j'avais entendue n'ait été le dernier signe de l'extermination des Martiens. Je ne peux exprimer mieux mon état d'esprit qu'en disant que j'éprouvais l'irrésistible envie d'assister à la curée. Il était presque 11 heures quand je me mis en route. La nuit était exceptionnellement obscure. Sortant de l'antichambre éclairée, elle me parut même absolument noire et il faisait aussi chaud et aussi lourd que dans la journée. Au-dessus de ma tête, les nuages passaient, rapides, encore qu'aucune brise n'agita les arbustes d'alentour. Le domestique alluma les 2 lanternes. Heureusement, la route m'était très familière. Ma femme resta debout dans la clarté du seuil et me suivit du regard jusqu'à ce que je fusse installé dans le dog-cart. Tout à coup, elle rentra, laissant là mes cousins qui me souhaitaient bon retour. Je me sentis d'abord quelque peu déprimé à la contagion des craintes de ma femme, mais très vite mes pensées revinrent aux Martiens. À ce moment, j'étais absolument ignorant du résultat de la lutte de la soirée. Je ne savais même rien des circonstances qui avaient précipité le conflit.
Comme je traversais Oakham, car au lieu de revenir par Sand et Old Woking, j'avais pris cette autre route, je vis au bord de l'horizon à l'ouest des reflets d'un rouge sang, qui, à mesure que j'approchais, montèrent lentement dans le ciel. Les nuages d'un orage menaçant s'amoncelaient et se mêlaient aux masses de fumée noire et rougeâtre. La grande rue de Ripley était déserte, et à part une ou deux fenêtres éclairées, le village n'indiquait aucun autre signe de vie. Mais je faillis causer un accident au coin de la route de Pierreford, où un groupe de gens se trouvait, me tournant le dos. Ils ne m'adressèrent pas la parole quand je passais, et je ne pus par conséquent savoir s'ils connaissaient les événements qui se produisaient au-delà de la colline, si les maisons étaient désertes et vides, si des gens y dormaient tranquillement, ou si, harassés, ils épiaient les terreurs de la nuit. De Ripley jusqu'à Pierreford, il me fallait traverser un vallon du fond duquel je ne pouvais apercevoir les reflets de l'incendie. Comme j'arrivais au haut de la côte, après l'église de Pierreford, les lueurs reparurent et les arbres furent agités des premiers frémissements de l'orage. J'entendis alors minuit sonner derrière moi au clocher de Pierreford, puis la silhouette des coteaux de Maybury, avec leurs cimes de toits et d'arbres, se détacha noire et nette contre le ciel rouge. Au même moment, une sinistre lueur verdâtre éclaira la route devant moi, laissant voir dans la distance les bois d'Addlestone. Le cheval donna une secousse aux rênes. Je vis les nuages rapides percés, pour ainsi dire, par un ruban de flammes vertes qui illumina soudain leur confusion et vint tomber au milieu des champs, à ma gauche. C'était le troisième projectile. Immédiatement après sa chute, et d'un violet aveuglant par contraste, le premier éclair de l'orage menaçant dansa dans le ciel, et le tonnerre retentit longuement au-dessus de ma tête. Le cheval prit le mors aux dents et s'emballa. Une pente modérée descend jusqu'au pied de la colline de Maybury, et nous la descendîmes à une vitesse vertigineuse. Une fois que les éclairs eurent commencé, ils se succédèrent avec une rapidité inimaginable. Les coups de tonnerre se suivant sans interruption avec d'effrayants craquements semblaient bien plutôt produits par une gigantesque machine électrique que par un orage ordinaire. Les rapides scintillements étaient aveuglants, et des rafales de fine grêle me fouettaient le visage. D'abord, je ne regardais guère que la route devant moi. Puis, tout à coup, mon attention fut arrêtée par quelque chose qui descendait impétueusement à ma rencontre, la pente de Maybury Hill. Je crus voir le toit humide d'une maison, mais un éclair me permit de constater que la chose était douée d'un vif mouvement de rotation. Ce devait être une illusion d'optique. Tour à tour d'effarantes ténèbres et d'éblouissantes clartés troublaient la vue. Puis la masse rougeâtre de l'orphelinat, presque au sommet de la colline, les cimes vertes des pins et ce problématique objet, apparurent, clairs, nets et brillants. Quel spectacle! Comment le décrire? Un monstrueux tripode, plus haut que plusieurs maisons, enjambait les jeunes sapins et les écrasait dans sa course. Un engin mobile, de métal étincelant, s'avançait à travers les bruyères. Des câbles d'acier articulés pendaient aux côtés, l'assourdissant tumulte de sa marche se mêlait au vacarme du tonnerre. Un éclair le dessina vivement, en équilibre sur un de ses appendices, les deux autres en l'air, disparaissant et réapparaissant presque instantanément, semblait-il, avec l'éclair suivant, 100 mètres plus près. Figurez-vous, un tabouret à 3 pieds tournant sur lui-même, et d'un pied sur l'autre pour avancer par bonds violents. Ce fut l'impression que j'en eus à la lueur des éclairs incessants. Mais au lieu d'un simple tabouret, imaginez un grand corps mécanique supporté par 3 pieds. Soudain, les sapins du petit bois qui se trouvait juste devant moi s'écartèrent, comme de fragiles roseaux sont séparés par un homme se frayant un chemin. Ils furent arrachés net et jetés à terre, et un deuxième tripode immense parut, se précipitant, semblait-il, à toute vitesse vers moi, et le cheval galopait droit à sa rencontre. À la vue de ce second monstre, je perdis complètement la tête. Sans prendre le temps de mieux regarder, je tirai violemment sur la bouche du cheval pour le faire tourner à droite, et au même instant le dog-cart versa par-dessus la bête. Les brancards se brisèrent avec fracas, je fus lancé de côté et tombé lourdement dans un large fossé plein d'eau. Je m'en tirai bien vite, et me blottis, les pieds trempant encore dans l'eau, sous un bouquet d'ajoncs. Le cheval était immobile, le cou rompu, la pauvre bête. Et à chaque nouvel éclair, je voyais la masse noire du dog-cart renversée et la silhouette des roues tournant encore lentement. Presque aussitôt, le colossal mécanisme passa à grandes enjambées près de moi, montant la colline vers Pierreford. Vu de près, la chose était incomparablement étrange, car ce n'était pas simplement une machine insensée passant droit son chemin. C'était une machine, cependant, avec une allure mécanique et un fracas métallique, avec de longs tentacules flexibles et luisants, l'un d'entre eux tenait un jeune sapin, se balançant bruyamment autour de ce corps étrange.
Elle choisissait ses pas en avançant, et l'espèce de chapeau d'airain qui la surmontait se mouvait en tous sens avec l'inévitable suggestion d'une tête regardant tout autour d'elle. Derrière la masse principale se trouvait une énorme chose de métal blanchâtre, semblable à un gigantesque panier de pêcheurs, et je vis des bouffées de fumée s'échapper par des interstices de ses membres quand le monstre passa près de moi. En quelques pas, il était déjà loin. C'est tout ce que j'en vis alors, très vaguement, dans l'éblouissement des éclairs, pendant les intervalles consécutifs de lumière intense et d'épaisses ténèbres. Quand il passa près de moi, le monstre poussa une sorte de hurlement violent et assourdissant, qui s'entendit par-dessus le tonnerre. « Allô, allô !» Au même instant, il rejoignait déjà son compagnon à un demi-miles de là, et il se penchait maintenant au-dessus de quelque chose dans un champ. Je ne doute pas que l'objet de leur attention était le troisième des 10 cylindres qu'ils nous avaient envoyés de leur planète. Pendant quelques minutes, je restai là dans les ténèbres et sous la pluie, épiant aux lueurs intermittentes des éclairs ces monstrueux êtres de métal se mouvant à distance par-dessus les haies. Une fine grêle commença de tomber, et suivant qu'elle était plus ou moins épaisse, leurs formes s'embrumaient, tout redevenait clair. De temps en temps, les éclairs cessaient, et l'obscurité les engloutissait. Je fus bientôt trempé par la grêle qui fondait et par l'eau bourbeuse. Il se passa quelque temps avant que ma stupéfaction me permît, en gravissant le talus, de trouver un refuge plus sec et de songer au péril imminent. Non loin de moi, dans un petit champ de pommes de terre, se trouvait une cabane en bois. Je parvins à me relever, puis, courbé, en profitant du moindre abri, je l'atteignis en hâte. Je frappai à la porte, mais personne, s'il était quelqu'un à l'intérieur, ne m'entendit, et au bout d'un instant j'y renonçai. En suivant un fossé, je parvins, à demi rampant, et sans être aperçu des monstrueuses machines, jusqu'au bois de sapins. À l'abri maintenant, je continuai ma route, trempé et grelottant jusqu'à ma maison. J'avançai entre les troncs, tâchant de retrouver le sentier. Il faisait très sombre dans le bois, car les éclairs devenaient de moins en moins fréquents, et la grêle, par rafales, tombait en colonnes épaisses à travers les interstices des branchages. Si je m'étais pleinement rendu compte de la signification de toutes les choses que j'avais vues, j'aurais dû immédiatement essayer de retrouver mon chemin par Byfleet vers Street Cobham et aller par ce détour rejoindre ma femme à Leatherhead. Mais cette nuit-là, l'étrangeté des choses qui survenaient et mon misérable état physique m'ahurissait, car j'étais meurtri, accablé, trempé jusqu'aux os, assourdi et aveuglé par l'orage. J'avais la vague idée de rentrer chez moi, et ce fut un mobile suffisant pour me déterminer. Je trébuchai au milieu des arbres, tombai dans un fossé, me cognai le genou contre un pieu, et finalement barbotai dans le chemin qui descend de College Arms. Je dis barboter, car des flots d'eau coulaient entraînant le sable en un torrent boueux. Là, dans les ténèbres, un homme vint se heurter contre moi et m'envoya chanceler en arrière. Il poussa un cri de terreur, fit un bond de côté et prit sa course à toutes jambes avant que j'eusse pu me faire reconnaître et lui adresser la parole. Si grande était la violence de l'orage à cet endroit que j'avais une peine infinie à remonter la colline. Je m'abritai enfin contre la palissade à gauche, et m'y cramponnant, je pus avancer plus rapidement. Vers le haut, je trébuchai sur quelque chose de mou, et à la lueur d'un éclair, j'aperçus à mes pieds un tas de gros draps noirs et une paire de bottes. Avant que j'eusse pu distinguer plus clairement dans quelle position l'homme se trouvait, l'obscurité était revenue. Je demeurai immobile, attendant le prochain éclair. Quand il vint, je vis que c'était un homme assez corpulent, simplement mais proprement mis. La tête était ramenée sous le corps et il gisait là, tout contre la palissade, comme s'il avait été violemment projeté contre elle. Surmontant la répugnance naturelle à quelqu'un qui jamais auparavant n'avait touché un cadavre, je me penchai et le tournai afin d'écouter si son cœur battait. Il était bien mort. Apparemment, les vertèbres du cou étaient rompues. Un troisième éclair survint et je pus distinguer ses traits. Je sursautai. C'était l'hôtelier du chien tigré, auquel j'avais enlevé son moyen de fuir. Je l'enjambai doucement et continuai mon chemin. Je pris par le poste de police et College Arms pour gagner ma maison. Rien ne brûlait au flanc de la colline, quoiqu'il montât encore de la lande avec des reflets rouges, de tumultueuses volutes de fumée, incessamment rabattues par la grêle abondante. Aussi loin que la lueur des éclairs me permettait de voir, les maisons autour de moi étaient intactes. Près de College Arms, quelque chose de noir formait un tas au milieu du chemin. Au bas de la route, vers le pont de Maybury, il y avait des voix et des bruits de pas, mais je n'eus pas le courage d'appeler ni d'aller les rejoindre. J'entrai avec mon passe-partout, fermai la porte à double tour et,
au verrou derrière moi, chancelai au pied de l'escalier et m'assis sur les marches. Mon imagination était tentée par ces monstres de métal à l'allure si terriblement rapide et par le souvenir du cadavre écrasé contre la palissade. Je me blottise au pied de l'escalier, le dos contre le mur, et frissonnant violemment. Et c'est la fin du chapitre 10, les amis. Nous allons donc passer à la première pause de ce soir. Je kiffe. J'espère que c'est à votre goût également. Je ne sais pas du tout quel sera votre avis là-dessus. En vérité, je trouve le texte assez particulier. Et du coup, je ne sais pas trop si ça va être votre cam ou pas. Moi, c'est vraiment pas mal ma cam. Euh, à ceci près que je dois bien avouer que on va dire, le calme général, pas forcément de l'action, puisque là, je vois Mopito qui dit enfin ils réagissent en parlant des habitants du coup. Moi, c'est pas tellement le calme des actions, mais quoique c'est intimement lié en soi, mais je veux dire le calme et la lenteur du style, entre guillemets, euh, me plaisait énormément. J'aimais bien qu'on prenne le temps. Là, je commence à trouver qu'on prend un chouïa trop son temps, parce que même quand il y a des moments qui sont censés être haletants, prenants et qui sont censés prendre à la gorge notre narrateur parce que c'est des moments forts, c'est des moments intenses, genre trouver un cadavre, ou genre croiser les monstres, les aliens, eh bien j'ai quand même l'impression que le style réclame une, euh, un rythme assez lent et du coup une lecture assez lente. Je sais pas. Ou bien c'est moi purement, c'est purement moi qui me suis mis ça en tête et je sais pas pourquoi. Peut-être que sur cette lecture j'ai implicitement décidé que j'allais lire un peu lentement et tout. Mais du coup, en gros la réflexion que je me suis fait, c'est en m'entendant moi-même lire entre guillemets, je me suis dit tiens, le rythme est un petit peu monotone, quoi. Il y a pas d'énormes variations du rythme. Il n'y a pas d'énormes variations dans les structures de phrases. Il n'y a pas d'énormes variations de ton. Ce qui fait que tout est un petit peu sur la même note. Et ouais, je trouve ça, pour le moment, ça me dérange pas, je vais dire. Je suis pas saoulé du bouquin. Au contraire, je le kiffe vraiment bien. Mais si ça dure trop longtemps comme ça peut peut-être me déranger un peu. C'est certain qu'il roule moins des mécaniques que Tom Cruise. Je trouve qu'il ne fait pas vraiment bien passer les émotions, nous dit Écoute aux portes. Ouais, c'est vrai que ça fait pas trop retranscrire ça. Après, je me dis c'est un narrateur interne qui est auteur et qui fait un récit rétrospectif de ce qu'il a vécu. Alors ça pourrait être certes plus teinté d'émotions malgré tout. Mais c'est vrai que du coup j'aimais bien ce truc-là un peu froid, un peu avec du recul. Je trouvais ça vachement innovant quelque part, assez rare dans ce genre de récit. Des histoires avec des invasions extraterrestres avec un mec qui raconte ça posément. Je trouvais ça vachement sympathique par rapport à la panique que ça peut engendrer habituellement dans ce genre d'histoire. Mais c'est vrai que voilà, là ça commence peut-être à être un peu trop. Euh, Même si je trouve qu'on a un peu senti la panique, notamment avec les militaires, etc. Et c'est ça que je kiffe. Tu parles justement du film avec Tom Cruise. J'ai toujours pas vu le film avec Tom Cruise et je pense que je vais pas le regarder jusqu'à la fin de la lecture. Mais ce qui est marrant aussi dans le film avec Tom Cruise, c'est que si je ne m'abuse, il a été adapté et retranscrit dans une époque moderne. Alors que là, on est dans une époque bien lointaine. Je rappelle, il me semble que la publication de La Guerre des Mondes, c'est 1898. Et ça s'est un peu senti dans les pages qu'on a lues. C'est-à-dire qu'on sort les chevaux, pas la voiture. Donc il y a tout ce genre de choses que j'ai bien aimé. Ou même dans la présence militaire et la manière dont elle fonctionne, je trouve que ça fait vachement texte un peu plus ancien, quoi. Et en fait, ça c'est quelque chose que je kiffe
parce que du coup, ça met en... Comment dire? Ça lie deux archétypes d'histoire qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir liés. Alors, je sais plus comment se nomme ce film. Je sais qu'à un moment, il y avait un truc genre Space Cowboy ou je sais plus quoi, qui était grosso modo un univers avec une invasion extraterrestre mélangée à un film western. C'était à peu près ça. Donc voilà, je sais qu'il y a des tentatives un petit peu dans ce style, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression de connaître forcément. Ça doit exister, mais là comme ça, je connais pas de récit de ce genre qui mélange cette époque avec des invasions extraterrestres. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant perso. Euh, on sent peut-être aussi un peu le côté campagne, et je sais pas, je trouve que ça ajoute quelque chose à l'ambiance. En fait, c'est ça. Pour le coup, ce que j'aime beaucoup, c'est l'ambiance. Le côté campagne où les gens ont l'air de plus ou moins se connaître tous, de se parler les uns les autres, de se tenir au courant de ce qui se passe par les journaux beaucoup, euh, de voilà, d'avoir tous la curiosité d'aller voir ce qui se passe, euh, dans leur manière de fuir avec les chevaux, etc., de se défendre avec les militaires, machin, bref. Je trouve qu'il y a, je sais pas, c'est assez dépaysant en soi. Alors je dis pas c'est assez des plus loin paysan, même si je parle de campagne. Mais c'est assez dépaysant en un seul mot. Mais ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et du coup, je trouve ça dingue à une époque pareille de s'être dit, ah, je vais faire des machines gigantesques mécaniques qui sont des extraterrestres. Enfin, ouais. Je trouve Wells a été très inspiré pour sortir ça à son époque, quoi. D'ailleurs, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord puisque notamment no- wow. Notamment pardon Mopito qui est présent ce soir euh, ou encore d'autres personnes comme par exemple Miari Laura ou Dimal ont tendance à souvent nous montrer un petit peu des recherches qu'ils ont pu faire sur les lectures ou à soulever des questions qu'ils ont vues sur les lectures et tout. Donc si vous voulez avoir des discussions sur les lectures que je peux faire en live ou peut-être un peu pousser le débat entre guillemets, bah c'est vachement sympa de faire ça sur Discord. Là notamment, on se posait pas mal la question de quand est-ce que c'est venu le délire d'écrire des histoires sur les extraterrestres, et puis aussi quand est-ce qu'est venue cette croyance ou au moins ce questionnement de se dire est-ce qu'il y a des extraterrestres dans l'histoire de l'humanité, et du coup quand est-ce qu'il y a eu des histoires écrites là-dessus. Et apparemment, ça remonte à vraiment très longtemps, puisque je crois que on m'a partagé tout à l'heure des histoires qui dataient du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ, je sais plus. Mais ouais, donc c'est fou, c'est dingue, c'est dingo dingue. Enfin bref, je trouve ça hyper stylé. Allez, j'ai fait déjà une lecture un peu balèze, mais on en a encore pour pas mal de temps. Donc je pense que je vais pas perdre plus de temps justement, et que je vais me lancer dans la suite. En fait, j'ai trop peur que ça vienne pas du style du texte, mais que ça vienne de moi, le fait que je lise un peu monotone. Je me demande si c'est moi qui ai la voix fatiguée ou juste qui n'arrive pas à mettre le ton sur cette lecture, je sais pas. Mais du coup, ça me fout un coup de stress. Je me dis, oh, il faut que je me réveille, il faut que je fasse ça bien. Vraiment problématique à chaque fois. Les boissons en live qui finissent par goûter parce qu'elles sont plus fraîches. C'est bien chiant. Bref, trêve de bavardage. Bonne écoute à tous ceux qui sont restés dans l'ombre du chat Twitch, ou pas dans l'ombre d'ailleurs, mais bref, à tous ceux qui sont restés sur Twitch. Bonne écoute à tous ceux qui me suivent sur YouTube. De la même manière, je relis à peu près 20 minutes et on fera la dernière pause. 11. À la fenêtre. J'ai déjà dit que mes plus violentes émotions ont le don de s'épuiser d'elles-mêmes. Au bout d'un moment, je m'aperçus que j'étais glacé et trempé, et que de petites flaques d'eau se formaient autour de moi sur le tapis de l'escalier. Je me levai presque machinalement, entrai dans la salle à manger, et bus un peu de whisky. Puis j'eus l'idée de changer de vêtements. Quand ce fut fait,
Je montai jusqu'à mon cabinet de travail, mais je ne saurais dire pour quelle raison. La fenêtre donne par-dessus les arbres et le chemin de fer, vers la lande de Horsel. Dans la hâte de notre départ, elle avait été laissée ouverte. Le palier était sombre, et contrastant avec le tableau qu'encadrait la fenêtre, le reste de la pièce était impénétrablement obscur. Je m'arrêtai court sur le pas de la porte. L'orage avait passé. Les tours du collège oriental et les sapins d'alentour n'existaient plus, et tout au loin, éclairée par de vifs reflets rouges, la lande, du côté des carrières de sable, était visible. Contre ces reflets, d'énormes formes noires, étranges et grotesques, s'agitaient activement de ci de là. Il semblait vraiment que, dans cette direction, la contrée entière fût en flammes. J'avais sous les yeux un vaste flanc de collines, parsemé de langues de feux agités et tordus par les rafales de la tempête qui s'apaisaient et projetaient de rouges réflexions sur la course fantastique des nuages. De temps à autre, une masse de fumée venant de quelque incendie plus proche passait devant la fenêtre et cachait les silhouettes des Martiens. Je ne pouvais voir ce qu'ils faisaient, ni leurs formes distinctes, non plus que reconnaître les objets noirs qui les occupaient si activement. Je ne pouvais voir non plus où se trouvait l'incendie dont les réflexions dansaient sur le mur et le plafond de mon cabinet. Une âcre odeur résineuse emplissait l'air. Je fermai la porte sans bruit et me glissai jusqu'à la fenêtre. À mesure que j'avançais, la vue s'élargissait jusqu'à atteindre d'un côté les maisons situées près de la gare de Woking, et de l'autre les bois de sapins consumés et carbonisés près de Byfleet. Il y avait des flammes au bas de la colline, sur la voie du chemin de fer, près du pont, et plusieurs des maisons qui bordaient la route de Maybury et les chemins menant à la gare n'étaient plus que des ruines ardentes. Les flammes de la voie m'intriguèrent d'abord. Il y avait un amoncellement noir et de vives lueurs, avec sur la droite une rangée de formes. Une rangée de formes oblongues. Je m'aperçus alors que c'étaient des débris d'un train, l'avant brisé et en flammes, les wagons de queue encore sur les rails. Entre ces trois principaux centres de lumière, les maisons, le train et la contrée incendiée vers Chobham, s'étendaient les espaces irréguliers de campagnes sombres interrompus ici et là par des intervalles de champs fumants et brûlant faiblement. C'était un fort étrange spectacle, cet étendue noire coupé de flammes qui rappelait plus qu'autre chose les fourneaux des verreries dans la nuit. D'abord, je ne pus distinguer la moindre personne vivante, bien que je fusse très attentif à en découvrir. Plus tard, j'aperçus contre la clarté de la gare de Woking un certain nombre de formes noires qui traversaient en hâte la ligne les unes derrière les autres. Ce chaos ardent, c'était le petit monde dans lequel j'avais vécu en sécurité pendant des années. Je ne savais pas encore ce qui s'était produit pendant ces 7 dernières heures, et j'ignorais, bien qu'un peu de réflexion m'eût permis de le deviner, quelle relation existait entre ces colosses mécaniques et les êtres indolents et massifs que j'avais vus vomir par le cylindre. Poussé par une bizarre et impersonnelle curiosité, je tournai mon fauteuil vers la fenêtre et contemplai la contrée obscure, observant particulièrement dans les carrières les 3 gigantesques silhouettes qui s'agitaient en tous sens à la clarté des flammes. Elles semblaient extraordinairement affairées. Je commençai à me demander ce que ce pouvait bien être. Étaient-ce des mécanismes intelligents ? Une pareille chose, je le savais, était impossible. Ou bien un martien était-il installé à l'intérieur de chacun, le gouvernant, le dirigeant, s'en servant à la façon dont un cerveau d'homme gouverne et dirige son corps ? Je cherchais à comparer ces choses à des machines humaines. Je me demandais, pour la première fois de ma vie, quelle idée pouvait se faire d'une machine à vapeur ou d'un cuirassé, un animal inférieur intelligent. L'orage avait débarrassé le ciel, et par-dessus la fumée de la campagne incendiée, Mars, comme un petit point, brillait d'une lueur affaiblie en descendant vers l'ouest. Tout à coup, un soldat entra dans le jardin. J'entendis un léger bruit contre la palissade, et sortant de l'espèce de léthargie dans laquelle j'étais plongé, je regardai et je l'aperçus vaguement, escaladant la clôture. À la vue d'un être humain, ma torpeur disparut, et je me penchai vivement à la fenêtre. « Psst !» fis-je aussi doucement que je pus. Il s'arrêta, surpris, à cheval sur la palissade. Puis il descendit et traversa la pelouse jusqu'au coin de la maison. Il courbait l'échine et marchait avec précaution. « Qui est là ?» demanda-t-il à voix basse aussi, debout sous la fenêtre et regardant en l'air. « Où allez-vous » questionnai-je. « Du diable si je le sais. »« Vous cherchez à vous cacher ?»« Justement. »« Entrez dans la maison, dis-je. » Je descendis, déverrouillai la porte, le fis entrer, la verrouillai de nouveau. Je ne pouvais voir sa figure. Il était nu-tête et sa tunique était déboutonnée. « Mon Dieu !» s'exclamait-il comme je lui montrais le chemin. « Qu'est-il arrivé ?» lui demandai-je. «
Tout et le reste. Dans l'obscurité, je le vis qui faisait un signe de désespoir. Ils nous ont balayés. Et il répéta ces mots à plusieurs reprises. Il me suivit presque machinalement dans la salle à manger. Prenez ceci, dis-je en lui versant une forte dose de whisky. Il la but. Puis brusquement, il s'assit devant la table, prit sa tête dans ses mains, et se mit à pleurer et à sangloter comme un enfant, secoué d'une véritable crise de désolation, tandis que je restais devant lui, intéressé, dans un singulier oubli de mon récent accès de désespoir. Il fut longtemps à retrouver un calme suffisant pour pouvoir répondre à mes questions, et il ne le fit alors que d'une façon confuse et fragmentaire. Il conduisait une pièce d'artillerie qui n'avait pris part au combat qu'à 7 heures. À ce moment, la canonnade battait son plein sur la lande, et l'on disait qu'une première troupe de Martiens se dirigeait lentement, à l'abri d'un bouclier de métal, vers le second cylindre. Un peu plus tard, ce bouclier se dressa sur 3 pieds, et devint la première des machines que j'avais vues. La pièce que l'homme conduisait avait été mise en batterie près de Horcel, afin de commander les carrières, et son arrivée avait précipité l'engagement. Comme les canonniers d'avant-train gagnaient l'arrière, son cheval mit le pied dans un terrier et s'abattit, lançant son cavalier dans une dépression de terrain. Au même moment, le canon faisait explosion. Le caisson sautait, tout était en flammes autour de lui. Il se trouva renversé sous un tas de cadavres carbonisés et de chevaux morts. « Je ne bougeais pas, dit-il, ne comprenant rien à ce qui se passait, avec un poitrail de cheval qui m'écrasait. Nous avions été balayés d'un seul coup. Et l'odeur, bon Dieu, comme de la viande grillée, comme de la viande brûlée. En tombant de cheval, je m'étais tordu les reins. Il me fallut rester là jusqu'à ce que le mal fût passé. Une minute auparavant, on aurait cru être à la revue. Puis patatras, bing, pan, balayé, d'un seul coup, répéta-t-il. Il était demeuré fort longtemps sous le cheval mort, essayant de jeter des regards furtifs sur la lande. Les hussards avaient tenté, en s'éparpillant, une charge contre le cylindre, mais ils avaient été simplement supprimés en un instant. C'est alors que le monstre s'était dressé sur ses pieds et s'était mis à aller et venir tranquillement à travers la lande, parmi les rares fugitifs, avec son espèce de tête se tournant de côté et d'autres exactement comme une tête d'homme capuchonné. Une sorte de bras portait une boîte métallique compliquée, autour de laquelle des flammes vertes scintillaient, et hors d'une espèce d'entonnoir qui s'y trouvait adapté jaillissait le rayon ardent. En quelques minutes, il n'y eut plus, autant que le soldat put s'en rendre compte, un seul être vivant sur la lande, et tout buisson et tout arbre qui n'était pas encore consumé brûlait. Les hussards étaient sur la route au-delà de la courbure du terrain, et il ne put voir ce qui leur arrivait. Il entendit les Maxims craquer pendant un moment, puis ils se turent. Le géant épargna jusqu'à la fin la gare de Woking et son groupe de maisons, puis le rayon ardent y fut braqué, et tout fut en un instant changé en un monceau de ruines enflammées. Enfin, le monstre éteignit le rayon et, tournant le dos à l'artilleur de son allure déhanchée, il se dirigea vers le bois de sapin consumé qui abritait le second cylindre. Comme il s'éloignait, un second titan étincelant surgit tout agencé hors du trou. Le second monstre suivit le premier. Alors l'artilleur parvint à se dégager et se traîna avec précaution à travers les cendres brûlantes des bruyères vers Horcel. Il réussit à parvenir vivant jusqu'au fossé qui bordait la route et put s'échapper ainsi jusqu'à Woking. Ici son récit devint à chaque instant coupé d'exclamations. L'endroit était inabordable. Fort peu de gens, semble-t-il, y étaient demeurés vivants, affolés pour la plupart et couverts de brûlures. L'incendie l'obligea à faire un détour, et il se coucha parmi les décombres d'un mur calciné au moment où l'un des géants martiens revenait sur ses pas. Il le vit poursuivre un homme, l'enlever dans un de ses tentacules d'acier et lui briser la tête contre le tronc d'un sapin. Enfin, à la tombée de la nuit, l'artilleur risqua une course folle et arriva jusque sur les quais de la gare. Depuis ce moment, il avait avancé furtivement le long de la voie dans la direction de Maybury, dans l'espoir d'échapper au danger en se rapprochant de Londres. Beaucoup de gens étaient blottis dans des fossés et dans des caves, et le plus grand nombre des survivants s'étaient enfuis dans le village de Woking et vers Send. La soif le dévorait. Enfin, près du pont du chemin de fer, il trouva une des grosses conduites crevées d'où l'eau jaillissait en bouillonnant sur la route, comme une source. Tel était le récit que j'obtins de lui, fragment par fragment. Peu à peu, il s'était calmé en me racontant ces choses, et en essayant de me dépeindre exactement les spectacles auxquels il avait assisté. Il n'avait rien mangé depuis midi, m'avait-il dit au début de son récit, et je trouvais à l'office un peu de pain et de mouton que j'apportais dans la salle à manger.
Nous n'allumâmes pas de lampe, de crainte d'attirer les Martiens, et à chaque instant nos mains s'égaraient à la recherche du pain et de la viande. À mesure qu'il parlait, les objets autour de nous se dessinèrent obscurément dans les ténèbres, et les arbustes écrasés et les rosiers brisés de l'autre côté de la fenêtre devinrent distincts. Il semblait qu'une troupe d'hommes ou d'animaux eût passé dans le jardin en saccageant tout. Je commençais à apercevoir sa figure noircie et hagarde, comme devait l'être la mienne. Quand nous eûmes fini de manger, nous montâmes doucement jusqu'à mon cabinet, et de nouveau j'observai ce qui se passait par la fenêtre ouverte. En une seule soirée, la vallée avait été transformée en vallée de ruines. Les incendies avaient maintenant diminué, des traînées de fumée remplaçaient les flammes, mais les ruines innombrables des maisons démolies et délabrées, des arbres abattus et consumés, que la nuit avait cachés, se détachaient maintenant dénudés et terribles dans l'impitoyable lumière de l'aurore. Pourtant, de place en place, quelques objets avaient eu la chance d'échapper. Ici, un signal blanc sur la voie du chemin de fer, là, le bout d'une serre claire et fraîche au milieu des décombres. Jamais encore dans l'histoire des guerres, la destruction n'avait été aussi insensée ni aussi indistinctement générale. Scintillant aux lueurs croissantes de l'Orient, 3 des géants métalliques se tenaient autour du trou, leurs têtes tournant incessamment, comme s'ils surveillaient la désolation qu'ils avaient causée. Il me sembla que le trou avait été agrandi, et de temps en temps des bouffées de vapeur d'un vert vif en sortaient, montaient vers les clartés de l'aube, montaient, tourbillonnaient, s'étalaient, et disparaissaient. Au-delà, vers Shobham, se dressaient des colonnes de flammes. Aux premières lueurs du jour, elles se changèrent en colonnes de fumée rougeâtre. « 12. Ce que je vis de la destruction de Weybridge et de Shepperton. Quand l'aube fut trop claire, nous nous retirâmes de la fenêtre d'où nous avions observé les Martiens, et nous descendîmes doucement au rez-de-chaussée. L'artilleur convint avec moi que la maison n'était pas un endroit où demeurer. Il se proposait, dit-il, de se mettre en route vers Londres et de rejoindre sa batterie. Mon plan était de retourner sans délai à Leatherhead, et la puissance des Martiens m'avait si grandement impressionné que j'étais décidé à emmener ma femme à New Haven, et de là j'espérais quitter immédiatement le pays avec elle. Car je me rendais déjà clairement compte que les environs de Londres allaient être inévitablement le théâtre d'une lutte désastreuse, avant que de pareilles créatures puissent être détruites. Entre nous et Leatherhead, cependant, il y avait le 3e cylindre avec ses gardiens gigantesques. Si j'avais été seul, je crois que j'aurais tenté la chance de passer quand même. Mais l'artilleur m'en dissuada. Quand on a une femme supportable, il n'y a pas de raison pour la rendre veuve, dit-il. Enfin, je consentis à aller avec lui en nous abritant dans les bois et à remonter vers le nord jusqu'à Street Cobham avant de nous séparer. De là, je devais faire un grand détour par Epsom pour rejoindre Leatherhead. Je me serais mis en route sur le champ, mais mon compagnon avait plus d'expérience. Il me fit chercher dans toute la maison pour trouver un flacon qu'il remplit de whisky, et nous garnîmes toutes nos poches de paquets de biscuits et de tranches de viande. Ensuite, nous nous glissâmes hors de la maison, et courûmes de toutes nos forces jusqu'au bas du chemin raboteux par où j'étais venu la nuit précédente. Les maisons paraissaient désertes. En route, nous rencontrâmes un groupe de 3 cadavres carbonisés, tombés ensemble quand le rayon ardent les atteignit. Ici et là, des objets que les gens avaient laissés tomber, une pendule, une pantoufle, une cuillère d'argent, et de pauvres choses précieuses de ce genre. Au coin de la rue qui monte vers la poste, une petite voiture non attelée, chargée de malles et de meubles, était renversée sur ses roues brisées. Une cassette, dont on avait fait sauter le couvercle, avait été jetée sous les débris. À part la loge de l'orphelinat qui brûlait encore, aucune des maisons n'avait souffert beaucoup de ce côté-ci. Le rayon ardent n'avait fait que raser les cheminées en passant. Cependant, hormis nous deux, il ne semblait pas y avoir une seule personne vivante dans Maybury. Les habitants s'étaient enfuis en grande partie, par la route d'Old Woking, je suppose, la même route que j'avais suivie pour aller à Leatherhead, ou bien ils s'étaient cachés. Nous descendîmes le chemin, passant de nouveau près du cadavre de l'homme en noir, trempé par la grêle de la nuit précédente, et nous entrâmes dans les bois, au pied de la colline. Nous arrivâmes ainsi jusqu'au chemin de fer sans rencontrer âme qui vive. De l'autre côté de la ligne, les bois n'étaient plus que des débris consumés et noircis. Pour la plupart, les arbres étaient tombés, mais un certain nombre étaient encore debout, troncs gris et désolés, avec un feuillage roussi au lieu de leur verdure de la veille. Du côté que nous suivions, le feu n'avait rien fait de plus que lécher les arbres les plus proches, sans réussir à s'étendre davantage.
À un endroit, les bûcherons avaient laissé leur travail interrompu. Des arbres, abattus et fraîchement émondés, étaient entassés dans une clairière avec, auprès d'une scie à vapeur, des tas de sciures. Tout près de là était une hutte de terre et de branchages désertés. Il n'y avait plus à cette heure le moindre souffle de vent, et toute chose était étrangement tranquille. Même les oiseaux se taisaient, et dans notre marche précipitée, l'artilleur et moi parlions à voix basse en jetant de temps en temps un regard furtif par-dessus notre épaule. Une fois ou deux, nous nous arrêtâmes pour écouter. Au bout d'un certain temps, nous eûmes rejoint la route. À ce moment, nous entendîmes un bruit de sabots de chevaux, et nous aperçûmes à travers les troncs d'arbres 3 cavaliers avançant lentement vers Woking. Nous les hélâmes, et ils firent halte, tandis que nous accourions en toute hâte vers eux. C'était un lieutenant et 2 cavaliers du 8e hussard, avec un instrument semblable à un théodolite, que l'artilleur me dit être un héliographe. « Vous êtes les premiers que j'ai rencontrés ce matin venant de cette direction, » me dit le lieutenant. « Que se prépare-t-il par là » Sa voix et son regard disaient toute son inquiétude. Les hommes derrière lui nous dévisageaient curieusement. L'artilleur sauta du talus sur la route, rectifia la position et salua. « Ma pièce a été détruite hier soir, mon lieutenant. Je me suis caché. Je tâche maintenant de rejoindre ma batterie. Vous apercevrez les Martiens, je pense, à un demi-mille d'ici en suivant cette route. »« Comment diable sont-ils » demanda le lieutenant. « Des géants en armure, mon lieutenant. 30 mètres de haut, 3 jambes et un corps comme de l'aluminium, avec une grosse tête enrayante dans une espèce de capuchon. »« Allons donc, » dit le lieutenant. « Quelle sottise !»« Vous verrez vous-même, mon lieutenant. Ils portent une sorte de boîte qui envoie du feu et qui vous tue d'un seul coup. »« Que voulez-vous dire? Un canon ?»« Non, mon lieutenant. » Et l'artilleur entama une copieuse description du rayon ardent. Au milieu de son récit, le lieutenant l'interrompit et se tourna vers moi. J'étais resté sur le talus qui bordait la route. « Vous avez vu cela » demanda le lieutenant. « C'est parfaitement exact, répondis-je. « C'est bien, fit le lieutenant. Mon devoir est d'aller m'en assurer. Écoutez, dit-il à l'artilleur. Nous sommes détachés ici pour avertir les gens de quitter leur maison. Vous ferez bien d'aller raconter la chose vous-même au général de brigade et lui dire tout ce que vous savez. Il est à Weybridge. Vous savez le chemin ? Je le connais, répondis-je. Il tourna son cheval du côté d'où nous venions. Vous dites à un demi-mille, demanda-t-il. Au plus, répondis-je, et j'indiquai les cimes des arbres vers le sud. Il me remercia et se mit en route. Nous ne le revîmes plus. Plus loin, un groupe de 3 femmes et de 2 enfants était en train de déménager une maison de laboureur. Ils surchargeaient une charrette à bras de ballots malpropres et d'un mobilier misérable. Ils étaient bien trop affairés pour nous adresser la parole et nous passâmes. Près de la gare de Byfleet, en sortant du bois, nous trouvâmes la contrée calme et paisible sous le soleil matinal. Nous étions bien au-delà de la portée du rayon ardent, et n'eût été le silence désert de quelques-unes des maisons, le mouvement et l'agitation de départ précipités dans d'autres, la troupe de soldats campés sur le pont du chemin de fer et regardant au long de la ligne vers Woking, ce dimanche eût semblé pareil à tous les autres dimanches. Plusieurs chariots et voitures de ferme s'avançaient, avec d'incessants craquements sur la route d'Eddlestone, et tout à coup, par la barrière d'un champ, nous aperçûmes au milieu d'une prairie plate 6 canons énormes, strictement disposés à intervalles égaux et pointés sur Woking. Les caissons étaient à distance réglementaire et les canonniers à leur poste auprès des pièces. On eût dit qu'ils étaient prêts pour une inspection. « Voilà qui est parfait, dis-je. Ils seront bien reçus par ici, en tout cas. » L'artilleur s'arrêta, hésitant, devant la barrière. « Non, je continue, fit-il. Plus loin, vers Weybridge, juste à l'entrée du pont, il y avait un certain nombre de soldats en petite tenue élevant une longue barricade devant d'autres canons. « Ce sont des arcs et des flèches contre le tonnerre, dit l'artilleur. Ils n'ont pas encore vu ce diable de rayon de feu. » Les officiers que leur service ne retenait pas s'étaient groupés et examinaient l'horizon par-dessus les sommets des arbres vers le sud-ouest, et les hommes s'arrêtaient de temps à autre pour regarder dans la même direction. Byfleet était rempli de ce tumulte. Des gens faisaient des paquets et une vingtaine de hussards, quelques-uns à pied, les autres à cheval, les obligeaient à se hâter. 3 ou 4 camions administratifs, un vieil omnibus et beaucoup d'autres véhicules étaient alignés dans la rue du village et on les chargeait de tout ce qui semblait utile ou précieux. Il y avait aussi des gens en grand nombre qui avaient été assez respectueux des coutumes pour revêtir leurs habits du dimanche, et les soldats avaient toutes les peines du monde à leur faire comprendre la gravité de la situation.
Nous vîmes un vieux bonhomme ridé, avec une immense malle, et plus d'une vingtaine de pots contenant des orchidées, faire de violents reproches au caporal, qui ne voulait pas s'en charger. Je m'arrêtai, et le saisis par le bras. Savez-vous ce qui vient là-bas lui dis-je en montrant les bois de sapin qui empêchaient de voir les Martiens. Et, fit-il en se retournant, croyez-vous, il ne veut pas comprendre que mes plantes ont une grande valeur. La mort, criai-je, la mort qui vient. La mort. Le laissant digérer cela, s'il le pouvait, je m'élançai à la suite de l'artilleur. Au coin, je me retournai. Le caporal avait planté là le pauvre homme, qui, debout auprès de sa malle, sur le couvercle de laquelle il avait posé ses pots, regardait d'un air hébété du côté des arbres. Personne à Weybridge ne put nous dire où se trouvait le quartier général. Je n'avais encore jamais vu pareille confusion. Des chariots, des voitures partout, formant le plus étonnant mélange de moyens de transport et de chevaux. Les gens honorables de l'endroit, en costume de sport, leurs épouses élégamment mises, se hâtaient de faire leur paquet, énergiquement aidés par tous les fainéants des environs, tandis que les enfants s'agitaient, absolument ravis, pour la plupart, de cette diversion inattendue à leurs ordinaires distractions dominicales. Au milieu de tout cela, le digne prêtre de la paroisse célébrait fort courageusement un service matinal, et le vacarme de sa cloche s'efforçait de surmonter le tapage et le tumulte qui remplissaient le village. L'artilleur et moi, assis sur les marches de la fontaine, fîmes un repas suffisamment réconfortant avec les provisions que nous avions emportées dans nos poches. Des patrouilles de soldats, non plus de hussards ici, mais de grenadiers blancs, invitaient les gens à partir au plus vite, ou à se réfugier dans leurs caves sitôt que la canonnade commencerait. En passant sur le pont du chemin de fer, nous vîmes qu'une foule, augmentant à chaque instant, s'était rassemblée dans la gare et les environs, et que les quais fourmillants étaient encombrés de malles et de ballots innombrables. On avait, je crois, arrêté le mouvement des trains afin de procéder au transport des troupes et des canons, et j'ai su depuis qu'une lutte sauvage avait eu lieu quand il s'était agi de trouver place dans les trains spéciaux organisés plus tard. Nous restâmes à Weybridge jusqu'à midi, et à cette heure nous nous trouvâmes à l'endroit où, près de l'écluse de Shepperton, la Wey se jette dans la Tamise. Nous employâmes une partie de notre temps à aider deux vieilles femmes à charger une petite voiture. La Wey a 3 bras à son embouchure. Il y a là un grand nombre de loueurs de bateaux, et de plus un bac qui traverse la rivière. Du côté de Shepperton se trouvait une auberge, avec sur le devant une pelouse, et au-delà, la tour de l'église, on l'a depuis remplacée par un clocher, s'élevait par-dessus les arbres. Là se pressait, surexcitée et tumultueuse, une foule de fugitifs. Jusqu'ici, ce n'était pas encore devenu une panique, mais il y avait déjà beaucoup plus de monde que les bateaux ne parviendraient à en transporter. Des gens arrivaient chancelant sous de lourds fardeaux. 2 personnes même, le mari et la femme, s'avançaient avec une petite porte de cabane sur laquelle ils avaient entassé tout ce qu'ils avaient pu trouver d'objets domestiques. Un homme nous confia qu'il allait essayer de se sauver en prenant le train à la station de Shepperton. On n'entendait partout que des cris et quelques farceurs, même plaisanter. L'idée que semblaient avoir les habitants de l'endroit, c'était que les Martiens ne pouvaient être que de formidables êtres humains qui attaqueraient et saccageraient le bourg pour être immanquablement détruits à la fin. De temps à autre, des gens regardaient avec une certaine impatience par-delà la Wey, vers les prairies de Chertsey, mais tout, de ce côté, était tranquille. Sur l'autre rive de la Tamise, excepté à l'endroit où les bateaux abordaient, il n'y avait de même aucun trouble, ce qui faisait un contraste violent avec la rive du Surrey. En débarquant, les gens partaient immédiatement par le petit chemin. L'énorme bac n'avait encore fait qu'un seul voyage. 3 ou 4 soldats de la pelouse de l'auberge regardaient ces fugitifs et les raillaient, sans songer à offrir leur aide. L'auberge était close, car on était maintenant aux heures prohibées. « Qu'est-ce que c'est que tout cela » s'exclamait un batelier. Puis, plus près de moi, « Tais-toi donc, sale bête » criait un homme à un chien qui hurlait. À ce moment, on entendit de nouveau, mais cette fois dans la direction de Chertsey, un son assourdi, la détonation d'un canon. La lutte commençait. Presque immédiatement, d'invisibles batteries, cachées par des bouquets d'arbres sur l'autre rive du fleuve à notre droite, firent chorus, crachant leurs obus régulièrement l'une après l'autre. Une femme s'évanouit. Tout le monde sursauta avec en suspens le soudain émoi de la bataille si proche et que nous ne pouvions voir encore. Le regard ne parcourait que des prairies unies, où des bœufs paissaient avec indifférence entre des saules argentés au feuillage immobile sous le chaud soleil. « Les soldats les arrêteront bien !» dit une femme d'un ton peu rassuré. Une brume monta au-dessus des arbres, puis soudain nous vîmes un énorme flot de fumée qui envahit rapidement le ciel.
Au même moment, le sol trembla sous nos pieds, et une explosion immense secoua l'atmosphère, brisant les vitres des maisons proches et nous plongeant dans la stupéfaction. « Les voilà !» cria un homme vêtu d'un jersey bleu. « Là-bas, les voyez-vous, là-bas !» Rapidement, l'un après l'autre, parurent 2, 3, puis 4 Martiens, bien loin par-delà les arbres bas, à travers les prés s'étendant jusqu'à Shortsey. Ils se dirigeaient avec d'énormes enjambées vers la rivière. Ils parurent être d'abord de petites formes encapuchonnées, s'avançant à une allure aussi rapide que le vol des oiseaux. Puis, arrivant obliquement dans notre direction, un 5e monstre parut. Leurs masses cuirassées scintillaient au soleil, tandis qu'ils accouraient vers les pièces d'artillerie, et ils paraissaient de plus en plus grands à mesure qu'ils approchaient. L'un d'eux, le plus éloigné vers la gauche, brandissait aussi haut qu'il pouvait une sorte d'immense étui, et ce terrible et sinistre rayon ardent, que j'avais vu à l'œuvre le vendredi soir, jaillit soudain dans la direction de Shortsey et attaqua la ville. À la vue de ces étranges, rapides et terribles créatures, la foule qui se pressait sur les rives sembla un instant frappée d'horreur. Il n'y eut pas un mot, pas un cri, mais le silence. Puis un rauque murmure, une poussée, et l'éclaboussement de l'eau. Un homme, trop effrayé pour poser la malle qu'il portait sur l'épaule, se retourna et me fit chanceler en me heurtant avec le coin de son fardeau. Une femme me repoussa violemment et se mit à courir. Je me retournai aussi, dans l'élan de la foule, mais la terreur ne m'empêcha pas de réfléchir. Je pensais au terrible rayon ardent. Se jeter dans l'eau, voilà ce qu'il fallait faire. « Tout le monde à l'eau !» criai-je sans être entendu. Je fis de nouveau face à la rivière et me précipitant dans la direction du Martien qui approchait jusqu'à la rive de sable, j'entrai dans l'eau. D'autres firent de même. Une barque pleine de gens revenant vers le bord chavira presque au moment où je passais. Les pierres sous mes pieds étaient boueuses et glissantes, et le niveau des eaux était si bas que j'avançai pendant plus de 5 mètres avant d'avoir de l'eau jusqu'à la ceinture. L'éclaboussement des jambes des bateaux sautant dans l'eau résonnait à mes oreilles comme un tonnerre. On abordait en toute hâte sur les 2 rives. Mais pour le moment, les Martiens ne faisaient pas plus attention aux gens courant de tous côtés qu'un homme, qui aurait heurté du pied une fourmilière, ne ferait attention à la débandade des fourmis. Quand, à demi suffoqué, je me soulevai hors de l'eau, la tête du Martien semblait considérer attentivement les batteries qui tiraient encore par-dessus la rivière, et tout en avançant, il abaissa et éteignit ce qui devait être le générateur du rayon ardent. Un instant après, il avait atteint la rive, et d'une enjambée à demi traversé le courant. Les articulations de ses pieds avant se plièrent en atteignant le bord opposé, mais presque aussitôt à l'entrée du village de Shepperton, il reprit toute sa hauteur. Immédiatement, les 6 canons de la rive droite, qui ignorés de tous avaient été dissimulés à l'extrémité du village, tirèrent à la fois. Les détonations si proches et soudaines, presque simultanées, me firent tressaillir. Le monstre élevait déjà l'étui générateur du rayon ardent, quand le premier obus éclata à 6 mètres au-dessus de sa tête. Je poussai un cri d'étonnement. Je ne pensais plus aux 4 autres monstres. Mon attention était rivée sur cet incident si rapproché. Simultanément, 2 obus éclatèrent en l'air, mais près du corps du Martien, au moment où la tête se tortillait juste à temps pour recevoir et trop tard pour esquiver un 4e obus. Celui-ci éclata en plein contre la tête du monstre. L'espèce de capuchon de métal fut crevé, éclata, et alla tournoyer dans l'air en une douzaine de fragments de métal brillants et de lambeaux de chair rougeâtre. « Touché !» Ce fut mon seul cri. Quelque chose entre une acclamation et un hurlement. J'entendis des cris répondant aux miens, poussés par les gens qui étaient dans l'eau autour de moi. Je fus dans cet instant de passagère exultation, sur le point d'abandonner mon refuge. Le colosse décapité chancela comme un géant ivre, mais il ne tomba pas. Par un véritable miracle, il recouvra son équilibre, et sans plus prendre garde où il allait, l'étui générateur du rayon ardent maintenu rigide en l'air, il s'élança rapidement dans la direction de Shepperton. L'intelligence vivante, le Martien qui habitait la tête, avait été tué et lancé aux 4 vents du ciel, et l'appareil n'était plus maintenant qu'un simple assemblage de mécanismes compliqués tournoyant vers la destruction. Il s'avançait, suivant une ligne droite, incapable de se guider. Il heurta la tour de l'église de Shepperton et la démolit, comme le choc d'un bélier aurait pu le faire. Il fut jeté de côté, trébucha et s'écroula dans la rivière avec un fracas formidable. Une violente explosion ébranla l'atmosphère, et une trombe d'eau, de vapeur, de vase et d'éclats de métal bondit dans l'air à une hauteur considérable. Au moment où l'étui du rayon ardent avait touché l'eau, celle-ci avait un Au moment où l'étui du rayon ardent avait touché l'eau, celle-ci avait incontinent jailli en vapeur. Un instant après, une vague immense comme un mascaret vaseux, mais presque bouillant, contourna le coude de la rive et remonta le courant.
Je vis des gens s'efforcer de regagner les bords, et j'entendis vaguement, par-dessus le grondement et le bouillonnement, que causait la chute du Martien, leurs cris et leurs clameurs. Sur le moment, je ne pris point garde à la chaleur et oubliai même tout instinct de conservation. Je barbotais au milieu des eaux tumultueuses, poussant les gens de côté pour aller plus vite, jusqu'à ce que je pusse voir ce qui se passait dans l'autre bras de la rivière. Une demi-douzaine de bateaux chavirés dansaient au hasard sur la confusion des vagues. J'aperçus enfin plus bas, en plein courant, le Martien tombé en travers du fleuve et en grande partie submergé. D'énormes jets de vapeur s'échappaient de l'épave, et à travers leurs tourbillons tumultueux, je pouvais voir d'une façon intermittente et vague les membres gigantesques battre le flot et lancer dans l'air d'immenses gerbes d'eau et d'écume vaseuse. Les tentacules s'agitaient et frappaient comme des bras humains, et à part l'impuissante inutilité de ces mouvements, on eût dit quelque énorme bête blessée se débattant au milieu des vagues. Des torrents de fluide brun roussâtre s'élançaient de la machine en jets bruyants. Mon attention fut détournée de cette vue par un hurlement furieux, ressemblant au bruit de ce qu'on appelle une sirène dans les villes manufacturières. Un homme, à genoux dans l'eau près du chemin de halage, m'appela à voix basse et m'indiqua quelque chose du doigt. Me retournant, je vis les autres martiens s'avancer avec de gigantesques enjambées au long de la rive, venant de Shortsea. Cette fois, les canons parlèrent sans résultat. À cette vue, je m'enfonçai immédiatement sous l'eau, et retenant mon souffle jusqu'à ce que le moindre mouvement me fût devenu une agonie, je tâchai de fuir entre deux eaux aussi loin que je le pus. Autour de moi, la rivière était tumultueuse et devenait rapidement plus chaude. Quand pendant un moment je soulevai ma tête hors de l'eau pour respirer et écarter les cheveux qui me tombaient sur les yeux, la vapeur s'élevait en un tourbillonnant brouillard blanchâtre qui cacha d'abord les Martiens. Le vacarme était assourdissant. Enfin, je distinguai faiblement de colossales figures grises, amplifiées par la brume vaporeuse. Ils étaient passés tout près de moi, et deux d'entre eux étaient penchés sur les ruines écumeuses et tumultueuses de leurs camarades. Les deux autres étaient debout dans l'eau auprès de lui, l'un à 200 mètres de moi, l'autre vers Leilham. Ils agitaient violemment les générateurs du rayon ardent, et le jet sifflant frappait en tous sens et de toutes parts. L'air n'était que vacarme, un conflit confus et assourdissant de bruit. Le fracas cliquetant des Martiens, les craquements des maisons qui s'écroulaient, le crépitement des arbres, des haies, des hangars qui s'enflammaient, le pétillement et le grondement du feu. Une fumée dense et noire montait se mêler à la vapeur de la rivière, et, tandis que le rayon ardent allait et venait sur Weybridge, ses traces étaient marquées par de soudaines lueurs d'un blanc incandescent qui faisaient aussitôt place à une danse fumeuse de flammes livides. Les maisons les plus proches étaient encore intactes, attendant leur sort, ténébreuses, indistinctes et blafardes à travers la vapeur, avec les flammes allant et venant derrière elles. Pendant un certain temps, je demeurai ainsi enfoncé jusqu'au cou dans l'eau presque bouillante, ébahi de ma position et désespérant d'en réchapper. À travers la vapeur et la fumée, j'apercevais les gens qui s'étaient jetés avec moi dans la rivière, jouant des pieds et des mains pour s'enfuir à travers les roseaux et les herbes, comme de petites grenouilles dans le gazon, fuyant en toute hâte le passage de quelques faucheurs ou, remplis d'épouvante, courant en tous sens sur le chemin de halage. Tout à coup, le jet blême du rayon ardent arriva en bondissant vers moi. Les maisons semblaient s'enfoncer dans le sol, s'écroulant à son contact et lançant de hautes flammes. Les arbres prenaient feu avec un soudain craquement. Il tremblota de ci de là sur le chemin de halage, caressant au passage les gens affolés. Il descendit sur la rive à moins de 50 mètres de l'endroit où j'étais, traversa la rivière pour attaquer Shepperton, et l'eau sous sa trace se souleva en un épais bouillonnement empanaché d'écume. Je me précipitai du côté du bord. Presque au même instant, l'énorme vague, presque en ébullition, fondait sur moi. Je poussai un cri de douleur, et échaudé, à demi aveuglé, agonisant, je m'avançai jusqu'à la rive en chancelant, à travers l'eau bondissante et sifflante. Si j'avais fait un faux pas, c'eût été la fin. J'allais choir, épuisé, en pleine vue des Martiens, sur une langue de sable large et nue qui se trouvait au confluent de la Wey et de la Tamise. Je n'espérais rien que la mort. J'ai le vague souvenir du pied d'un Martien qui vint se poser à 20 mètres de ma tête, s'enfonça dans le sable fin en le lançant de tous côtés, et se souleva de nouveau. D'un long répit, puis des quatre monstres emportant les débris de leurs camarades, tour à tour vagues et distincts à travers les nuages de fumée, et reculant interminablement, me semblait-il, à travers une étendue immense d'eau et de prairies. Puis, très lentement, je me rendis compte que par miracle, j'avais échappé à la mort. Et c'est la fin du chapitre 12, les amis.
Nous allons nous marquer une courte pause. Euh, je pense d'ailleurs qu'elle sera extrêmement courte puisque les deux phases de lecture que j'ai fait plus tôt ont duré plutôt 30 minutes que 20 minutes, comme je le croyais. Donc voilà, je pense reprendre assez vite et avec un seul chapitre, je pense. Je vous explique aussi pourquoi, tout simplement parce que en amont des lives, je regarde quand même un petit peu comment s'organise le bouquin, enfin les œuvres quoi. Et du coup là, il me semble que si je lis le chapitre qui arrive, voilà c'est ça. Si je lis le chapitre qui arrive, j'arriverai donc page 131. Et du coup, ouais après c'est 149 direct. Donc du coup, 131, ça fait que le live prochain sera d'une durée à peu près similaire et surtout se terminera à la fin du livre premier. Voilà, j'aurais pas voulu la prochaine fois lire tout sauf un chapitre et la fois d'après lire le dernier chapitre du livre premier et enchaîner sur le livre second. Donc voilà, logiquement, en découpant comme j'ai découpé, c'est à peu près équivalent entre le premier, le deuxième et le troisième live à venir. Et comme ça, je me sens plus serein. J'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail. Et du coup, merci d'être passé faire un petit coucou, petit poulpe dissident. C'est gentil, c'est gentil. Petit poulpe dissident qui est toujours un petit peu gênante avec ses messages. Bref, ça fait plaisir que tu sois passé faire un coucou. Merci. Euh, ouais, franchement, j'avoue que par rapport à la première émission sur cette œuvre, je suis un peu moins emballé là. Euh, Parce qu'en fait, là, tout ce qui commence à être de l'action pour le coup, euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui relate les faits et gestes, on va dire, des aliens ne me fait pas tellement palpiter. Je sais pas. Je sais pas pour quelle raison j'étais autant enthousiaste la fois passée et beaucoup moins cette fois-ci. Mais bon. L'écoute aux portes qui nous dit: j'ai trouvé curieuse la longue description de l'exil des gens, les affaires qu'ils emportent, etc. Bah en fait ouais c'est ça, je trouve qu'il y a des longueurs par moment et à la fois je trouve ça, en fait c'est bizarre, je sais pas dire si j'aime ou si j'aime pas. Je trouve qu'il y a des longueurs et à la fois j'apprécie ces longueurs parce que j'aime qu'on nous raconte un peu autre chose de ce type d'événement, que ce soit pas toujours la même formule on va dire. Mais c'est vrai que parfois je trouve qu'il se répète pas mal notre cher Herbert George Wells et il y a des phrases qui sont limite similaires mot pour mot à quelques paragraphes de différence. Donc je trouve que voilà, il a peut-être tendance à un peu trop se répéter et c'est peut-être pour ça que j'ai du plus de mal aujourd'hui. Après, je trouve que l'énorme point fort à titre personnel de l'œuvre, ça serait vraiment les ambiances. D'autant que, encore une fois, j'essaie de me représenter cette époque. Et en fait, je trouve qu'il met une grande emphase, l'auteur et le narrateur, sur les couleurs. Et en fait, quand tu te représentes cette époque et que tu te dis que bah, c'était pas aussi éclairé dans la nuit que nous aujourd'hui, forcément. Eh bien, je trouve que le fait qu'il insiste autant sur le fait qu'il fasse sombre, sur les ténèbres, sur le fait qu'il fasse noir, je trouve que ça projette dans un univers qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'explorer, je trouve. Euh, et du coup, je trouve ça assez fascinant. C'est vraiment ça qui me plaît, c'est vraiment l'ambiance de cette époque bah, de cette époque non moderne en fait, qui rencontre des machines ultra développées mécaniquement parlant. Et ouais, cette ambiance de clair-obscur, j'ai l'impression, avec toujours les éclairs qui viennent dessiner des ombres. Il fait tellement sombre qu'on n'arrive même pas à bien discerner les gens. On est obligé de leur parler en chuchotant. Enfin, on vit vraiment en ayant peur de tout, etc. de plus en plus. Je trouve que la panique et la peur commencent à se faire sentir vraiment de plus en plus fort et ça j'aime bien. Même si parfois j'ai l'impression que
Il y a des choses qui sortent d'un coup de nulle part. Typiquement, quand le narrateur a dit au vieillard avec ses plantes que ce qui était en train de venir, c'était la mort en hurlant et tout. J'étais en mode, ah bon, le narrateur, il était dans ce mood-là, j'avais pas du tout l'impression. Mais bon. Ouais. Je dirais que tout n'est pas réussi en cela que j'ai l'impression que tous les effets voulus par l'auteur ne font peut-être pas mouche, mais ça reste intéressant. Et surtout, cette ambiance-là de couleurs entre ombre et lumière et beaucoup de teintes de rouge, de violet, de vert, et à chaque fois des trucs. Enfin, c'est que des couleurs qui mettent un peu mal à l'aise. Le rouge, le violet, le vert, c'est que des couleurs un peu oppressantes, etc. Et très vives en plus. Donc, ouais, il y a un truc un peu malsain à tout ça. Je trouve que. Enfin, je comprends. D'ailleurs, je suis en train de me faire la réflexion en citant ces couleurs. Ça a dû complètement inspirer la culture pulp. Ça a dû tellement inspirer la culture pulp. Parce que je trouve que c'est tellement ce genre d'ambiance dans les couleurs et dans les noirs et blancs ou lumière et ombre, quoi. Ça a dû vraiment inspirer de ouf la culture pulp. Surtout que dans les fictions un peu pulp, etc., il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup les monstres, les aliens, etc. Donc ouais, je pense que ça a vraiment beaucoup, beaucoup influencé la culture pulp. Bon, après, je suis pas un expert de la culture pulp et je suis pas un expert de comment classifier les genres et machin et machin. Je trouve que parfois on va un peu loin pour rien, à dire mais si, ça c'est tel truc et de ma... Bref. En vrai, en vrai de vrai, ça va quoi, arrêtez. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je ne vous ai pas encore lu dans le chat, voilà, c'est ça que je voulais faire. Euh, C'est un drôle de choix qu'il a fait de mettre l'accent sur ça, mais c'est bien finalement. Mais en fait, ouais, j'aime bien parce que je trouve que ça atteste bien de l'époque, encore une fois. Euh, et ça rend le truc beaucoup plus humain, quoi. Parce qu'en soi, c'est pas une réaction que je trouve irréaliste. Euh, Admettons quelqu'un enfin comment dire, quelqu'un qui n'a jamais été confronté, parce que voilà, je pense pas que ce soit une époque aussi où on parle beaucoup d'extraterrestres, etc. Donc quelqu'un qui n'a jamais imaginé à quel point, enfin, ce que pourrait être un extraterrestre, ou même que ça puisse exister, et encore moins que ça puisse nous rendre visite et tout, et qui du coup n'a jamais vraiment vécu ce type de d'horreur si fortement, quoi, ce type de catastrophe si violente, euh, et bien du coup, ça m'étonnerait pas qu'il y ait ce truc-là de bah juste on charge notre charrette et on se barre du village, quoi. Oui, ça a l'air d'être apocalyptique, mais dans le ton, c'est pas très angoissant pour l'instant. Ouais, je suis d'accord avec toi, Mopito. On a du mal à se rendre compte de l'effet que ce récit a sur les gens quand c'est sorti, vu que c'était très innovant. Ouais, je pense vraiment qu'il y a un truc avec l'époque qui est vachement important. Et malgré tout, euh, on voit de ci, de là plein de petits traits qui nous font penser que ça a vachement influencé, j'ai envie de dire, la littérature, mais même la culture globalement sur les extraterrestres après cette œuvre, quoi. Il y a quand même plein de trucs hyper marquants. Typiquement, le délire de se cacher dans l'eau, etc., avec les machines qui passent autour et tout, je trouve que ça fait très très cinématographique. Il y a plein de trucs comme ça qui font ultra cinématographique et qui ont été réutilisés et vus et revus dans tous les films de science-fiction récents, quoi. Bref, comme je le disais, afin de faire des lives à peu près équivalents en durée, la dernière phase de lecture de ce soir sera un peu plus courte puisque je ne lirai qu'un chapitre de 10 pages, à peu près. Même moins de 10 pages en vérité. Mais bon, voilà, j'organise comme je veux d'abord. Je vous souhaite à tous encore une fois une bonne écoute et vous dis cette fois-ci à tout à l'heure pour l'outro. On est parti, je vous reviens très vite. 13. Par quel hasard je rencontrai le vicaire. Après avoir donné aux humains cette brutale leçon sur la puissance de leurs armes,
Les Martiens regagnèrent leur première position sur la lande de Horsell, et dans leur hâte, encombrés des débris de leurs compagnons, ils négligèrent sans doute plus d'une fortuite et inutile victime telle que moi. S'ils avaient abandonné leurs camarades, et sur l'heure poussé en avant, il n'y avait alors entre eux et Londres que quelques batteries de campagne, et ils seraient certainement tombés sur la capitale avant l'annonce de leur approche. Leur arrivée eût été aussi soudaine, aussi terrible et funeste que le tremblement de terre qui détruisit Lisbonne. Mais ils n'éprouvaient sans doute aucune hâte. Un par un, les cylindres se suivaient dans leur course interplanétaire. Chaque 24 heures leur amenait des renforts. Pendant ce temps, les autorités militaires et navales, se rendant pleinement compte de la formidable puissance de leurs antagonistes, se préparaient à la défense avec une fiévreuse énergie. On disposait incessamment de nouveaux canons, si bien qu'avant le soir, chaque taillis, chaque groupe de villas suburbaines, étagées aux flancs des collines des environs de Richmond et de Kingston, masquaient de noires et menaçantes bouches à feu. Dans l'espace incendié et désolé, en tout peut-être une trentaine de kilomètres carrés, qui entourait le campement des Martiens, sur la lande de Horsell, à travers les ruines et les décombres des villages, les arcades calcinées et fumantes qui, un jour seulement auparavant, avaient été des bosquets de sapins, se glissaient d'intrépides éclaireurs munis d'héliographes pour avertir les canonniers de l'approche des Martiens. Mais les Martiens connaissaient maintenant la portée de notre artillerie et le danger de toute proximité humaine, et nul ne s'aventura qu'au prix de sa vie dans un rayon d'1 mile autour des cylindres. Pardon. Mais les Martiens connaissaient maintenant la portée de notre artillerie et le danger de toute proximité humaine, et nul ne s'aventura qu'au prix de sa vie dans un rayon d'1 mile autour des cylindres. Il paraît que ces géants passèrent une partie de l'après-midi à aller et venir, transportant le matériel des deux autres cylindres, le second tombé dans les pâturages d'Eddleston et le troisième à Pirford, à leur place primitive sur la lande de Horsell. Au-dessus des bruyères incendiées et des édifices écroulés, commandant une vaste étendue, l'un d'eux se tint en sentinelle, tandis que les autres, abandonnant leurs énormes machines de combat, descendirent dans leurs trous. Ils y travaillèrent ferme bien avant dans la nuit, et la colonne de fumée dense et verte qui s'élevait et planait au-dessus d'eux se voyait des collines de Merrow, et même, dit-on, de Banstead et d'Epsom Downs. Alors, tandis que derrière moi les Martiens se préparaient ainsi à leur prochaine sortie, et que devant moi l'humanité se ralliait pour la bataille, avec une peine et une fatigue infinies, à travers les flammes et la fumée de Weybridge incendiée, je me mis en route vers Londres. J'aperçus, lointaine et minuscule, une barque abandonnée qui suivait le fil de l'eau. Je quittai la plupart de mes vêtements bouillis, et quand elle passa devant moi, je l'atteignis, et pus ainsi échapper à cette destruction. Il n'y avait dans la barque aucun aviron, mais autant que mes mains aux trois quarts cuites me le permirent, je réussis à pagayer en quelque sorte en descendant le courant vers Halliford et Walton, d'une allure fort lente, et comme on peut bien le comprendre, en regardant continuellement derrière moi. Je suivis la rivière parce que je considérais qu'un plongeon serait ma meilleure chance de salut, si les géants revenaient. L'eau, que la chute du Martien avait portée à une température très élevée, descendait, en même temps que moi, avec un nuage de vapeur, de sorte que, pendant plus d'1 kilomètre, il me fut presque impossible de rien distinguer sur les rives. Une fois, cependant, je pus entrevoir une file de formes noires s'enfuyant de Weybridge à travers les prés. Halliford me sembla absolument désert, et plusieurs maisons riveraines flambaient. Il était étrange de voir la contrée si parfaitement tranquille, et entièrement désolée sous le chaud ciel bleu, avec des nuées de fumée et des langues de flammes montant droit dans l'atmosphère ardente de l'après-midi. Jamais encore je n'avais vu des maisons brûlées sans l'ordinaire accompagnement d'une foule gênante. Un peu plus loin, les roseaux desséchés de la rive se consumaient et fumaient, et une ligne de feu s'avançait rapidement à travers les chaumes d'un champ de luzerne. Je dérivai longtemps, endolori et épuisé par tout ce que j'avais enduré, au milieu d'une chaleur intense réverbérée par l'eau. Puis mes craintes reprirent le dessus et je me remis à pagayer. Le soleil écorchait mon dos nu. Enfin, comme j'arrivais en vue du pont de Walton au coude du fleuve, ma fièvre et ma faiblesse l'emportèrent sur mes craintes et j'abordai sur la rive gauche où je m'affaissai, inanimé, parmi les grandes herbes. Je suppose qu'il devait être à ce moment entre 4 et 5 heures. Au bout d'un certain temps, je me relevai, fis, sans rencontrer âme qui vive, un bon demi-kilomètre, et finis par m'étendre de nouveau à l'ombre d'une haie. Je crois me souvenir d'avoir prononcé à haute voix des phrases incohérentes pendant ce dernier effort. J'avais aussi grande soif et regrettais amèrement de n'avoir pas bu plus d'eau. Alors, chose curieuse, je me sentis irrité contre ma femme, sans parvenir à m'expliquer pourquoi, mais mon désir impuissant d'atteindre Leatherhead me tourmentait à l'excès.
Je ne me rappelle pas clairement l'arrivée du vicaire, parce qu'alors probablement je devais être assoupi. Je l'aperçus soudain, assis, les manches de sa chemise souillées de suie et de fumée, et sa figure glabre tournée vers le ciel, où ses yeux semblaient suivre une petite lueur vacillante qui dansait dans les nuages pommelés, un léger duvet de nuages à peine teinté du couchant d'été. Je me soulevai, et, au bruit que je fis, il ramena vivement ses regards sur moi. « Avez-vous de l'eau » demandai-je brusquement. Il secoua la tête. « Vous n'avez fait qu'en demander depuis 1 heure, » dit-il. Un instant, nous nous regardâmes en silence, procédant l'un et l'autre à une réciproque inspection de nos personnes. Je crois bien qu'il me prit pour un être assez étrange, ainsi vêtu seulement d'un pantalon trempé et de chaussettes, la peau rouge et brûlée, la figure et les épaules noircies par la fumée. Quant à lui, son visage dénotait une honorable simplicité cérébrale. Sa chevelure tombait en boucles blondes crépues sur son front bas, et ses yeux étaient plutôt grands, d'un bleu pâle et sans regard. Il se mit à parler par phrases saccadées, sans plus faire attention à moi, les yeux égarés et vides. « Que signifie tout cela? Que signifient ces choses ?» demandait-il. Je le regardai avec étonnement sans lui répondre. Il étendit en avant une main maigre et blanche et continua sur un ton lamentable. « Pourquoi ces choses sont-elles permises? Quels péchés avons-nous commis? Le service divin était terminé, et je faisais une promenade pour m'éclaircir les idées quand tout à coup éclatèrent l'incendie, la destruction et la mort, comme à Sodome et à Gomorrhe. Toute notre œuvre détruite, toute notre œuvre. Qui sont ces Martiens? Qui sommes-nous? Lui répondis-je, toussant pour dégager ma gorge embarrassée et sèche. Il empoigna ses genoux et tourna de nouveau ses yeux vers moi. Pendant une demi-minute, il me contempla sans rien dire. Je me promenais par les routes pour éclaircir mes idées, reprit-il, et tout à coup éclatèrent l'incendie, la destruction et la mort. Il retomba dans le silence, son menton maintenant presque enfoncé entre ses genoux. Bientôt il continua, en agitant sa main. Toute notre œuvre, toutes nos réunions pieuses, qu'avons-nous fait? Quelles fautes a commises Weybridge? Tout est perdu, tout est détruit. L'église, il y a 3 ans seulement que nous l'avions rebâtie, détruite, emportée comme un fétu. Pourquoi? Il fit une autre pause, puis il éclata de nouveau comme un dément. La fumée de son embrasement s'élèvera sans cesse, cria-t-il. Ses yeux flamboyaient, et il étendit son doigt maigre dans la direction de Weybridge. Je commençais maintenant à connaître ses mesures. L'épouvantable tragédie dont il avait été le spectateur, il était évidemment un fugitif de Weybridge, l'avait amené jusqu'aux dernières limites de sa raison. « Sommes-nous loin de Sunbury » lui demandai-je d'un ton naturel et positif. « Qu'allons-nous devenir » continua-t-il. « Y a-t-il partout de ces créatures? Le Seigneur leur a-t-il livré la terre? Sommes-nous loin de Sunbury? Ce matin encore, j'officiais à... Les temps sont changés, lui dis-je paisiblement. Il ne faut pas perdre la tête. Il y a encore de l'espoir. De l'espoir? Oui, beaucoup d'espoir, malgré tous ces ravages. Je commençai alors à lui expliquer mes vues sur la situation. Il m'écouta d'abord en silence, mais à mesure que je parlais, l'intérêt qu'indiquait son regard fit de nouveau place à l'égarement, et ses yeux se détournèrent de moi. « Ce doit être le commencement de la fin, » reprit-il en m'interrompant. « La fin! Le grand et terrible jour du Seigneur, lorsque les hommes imploreront les rochers et les montagnes de tomber sur eux et de les cacher à la face de celui qui est assis sur le trône. » Je me rendis compte de la situation. Renonçant à tout raisonnement sérieux, je me remis péniblement debout, et m'inclinant vers lui, je lui posai la main sur l'épaule. « Soyez un homme, dis-je. La peur vous a fait perdre la boussole. À quoi sert la religion si elle n'est d'aucun secours quand viennent les calamités? Pensez un peu à ce que les tremblements de terre, les inondations, les guerres et les volcans ont fait aux hommes jusqu'à présent. Pourquoi voudriez-vous que Dieu eût épargné Weybridge? Il n'est pas agent d'assurance. » Un instant, il garda un silence effaré. « Mais comment échapperons-nous » demanda-t-il brusquement. « Ils sont invulnérables. Ils sont impitoyables. » Ni l'un ni l'autre, peut-être, répondis-je. Plus puissants ils sont, plus réfléchis, et plus prudents il nous faut être. L'un d'entre eux a été, là-bas, il n'y a pas 3 heures. « Tué !» dit-il, en promenant ses regards autour de lui. « Comment les envoyés du Seigneur peuvent-ils être tués ?» Je l'ai vu de mes yeux, continuai-je à lui conter. Nous avons eu la malchance de nous trouver au plus fort de la mêlée, voilà tout. Qu'est-ce que cette petite lueur dansante dans le ciel? Demanda-t-il soudain. Je lui dis que c'était le signal de l'héliographe, le signe du secours et de l'effort humain.
Nous sommes encore au beau milieu de la lutte, si paisible que soient les choses. Cette lueur dans le ciel prévient de la tempête qui se prépare. Là-bas, selon moi, sont les Martiens, et du côté de Londres, là où les collines s'élèvent vers Richmond et Kingston, et où les bouquets d'arbres peuvent les dissimuler, des terrassements sont faits et des batteries disposées. Bientôt les Martiens vont revenir de ce côté. Au moment où je disais cela, il se dressa d'un bond et m'arrêta d'un geste. Écoutez, dit-il. De par-delà les collines basses de la rive opposée du fleuve, nous arriva le son étouffé d'une canonnade éloignée et de cris sinistres et lointains. Puis, tout redevint tranquille. Un hanneton passa en bourdonnant par-dessus la haie auprès de nous. À l'ouest, le croissant de la lune timide et pâle était suspendu très haut dans le ciel, au-dessus des fumées de Weybridge et de Shepperton, par-dessus la splendeur calme et ardente du couchant. Nous ferions mieux de suivre ce sentier, vers le nord, dis-je. Et c'est la fin du chapitre 13. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est la fin du chapitre 13, les amis. C'est donc également la fin de la lecture du soir et donc la fin de ce live. Nous passons à l'outro. Ah, je vous avais prévenu, cette dernière phase de lecture serait plus courte. Mais c'était bien, c'était bien. Là, pour le coup, j'ai bien aimé ce chapitre. Je l'ai trouvé grave intéressant. Grave différent de tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Là, il y a eu un vrai dialogue. Déjà, il n'y en a pas beaucoup dans l'œuvre de manière globale. Là, il y a eu un à peu près vrai dialogue, puisque le vicaire était complètement paniqué. Et voilà, c'était plus deux monologues fondus en un dialogue. Mais quand même, je trouvais ce passage vachement sympathique, vachement, comment dire, différent en fait de ce qu'il y avait eu jusqu'à présent. Du coup, c'est assez rafraîchissant. Euh, Maintenant, quelle va être la suite? Parce que pour le moment, c'est bien beau. Après, c'est logique, j'ai envie de dire, qu'on sache pas forcément où ça va, étant donné ce qui est en train de se passer, étant donné les événements. Mais c'est vrai que là, j'ai du mal à voir une ligne directrice. J'ai du mal à voir où on va se rendre au fur et à mesure de ce bouquin. Mais ouais, c'est sympa. Je suis moins enthousiaste que la fois passée, je vais pas mentir. Je continue à trouver ça vraiment sympa. Maintenant, il va falloir que ça passe la seconde, entre guillemets. Sinon, je vais peut-être avoir du mal à aller jusqu'au bout, quoi. Enfin, j'irai jusqu'au bout, mais j'aurai plus de mal à apprécier, quoi. Ouais, c'est sympathique, c'est sympathique. Et j'avoue que cette phrase était très cool aussi. Enfin, je trouve aussi qu'elle était très cool, l'écoute aux portes. Le qui sommes-nous, là? Ça, c'est grave intéressant. Et d'ailleurs, ça fait référence à pas mal de passages depuis le début du bouquin, pour le coup, où souvent il fait la comparaison euh, alien-homme, comme si les aliens étaient les hommes et les hommes étaient des animaux. Et je trouve que c'est une comparaison assez bien trouvée, ou en tout cas assez parlante. Parce que du coup, voilà, c'est là aussi où on ne peut pas vraiment savoir où le récit va nous amener. C'est que le narrateur lui-même et les personnages eux-mêmes sont entre guillemets perdus face aux événements et sont complètement soumis et victimes des événements. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait ce, ce récit un petit peu chancelant, on va dire, qui est dans une espèce de flottement comme ça. Voilà, voilà. Bref, c'est sympa. C'est sympa. Je suis quand même beaucoup moins hype que la fois passée, hein, je m'en rends compte. Il est temps de contre-attaquer avec les Expandables. N'importe quoi. Je ne sais pas s'il ferait l'affaire, tu vois. Et du coup, je suis vachement curieux. Alors, est-ce que l'explication qu'il a donnée est définitivement la bonne? A priori, j'ai l'impression que oui. Celle comme quoi, du coup, les machines ne sont pas eux-mêmes les extraterrestres, mais seraient dirigées par des extraterrestres, comme le cerveau dirige le corps humain, entre guillemets. J'ai l'impression que, vu la manière dont il en parle, quasiment en l'affirmant, et par la suite comme quelque chose d'accepté, d'attesté, je suppose que c'est vraiment le truc, et qu'il n'y a pas de question
qu'il n'y a pas de, comment dire, ouais, de réflexion en mode est-ce que la machine et est-ce que le métal lui-même et l'espèce extraterrestre est vivant? Ce serait étrange aussi d'ailleurs, mais. Enfin, mais ce serait cool, je trouve. Bref. Donc là, je suis vraiment curieux. D'autant plus que nous, on est embarqué avec le narrateur interne. Et le narrateur interne ne fait que fuir. D'ailleurs, je trouve que pour un narrateur interne, même si c'est a posteriori, je sais pas. Je trouvais que là, il avait vachement d'informations, vachement détaillées sur ce qui était en train de se passer alors qu'il était en train de fuir. Je sais pas, il y a un moment où ça m'a fait bizarre. Mais bon, c'est encore explicable, on va dire. Et, euh, et ouais, du coup, je me demande où est-ce qu'on va aller vraiment, étant donné qu'on est embarqué avec ce narrateur interne qui fuit les machines, qui fuit les extraterrestres, les martiens. Et donc, pour continuer à avoir les faits et gestes de ces fameux martiens, comment ça va se passer, quoi? Est-ce qu'on va avoir un double récit ou est-ce que les martiens vont s'étendre en même temps qu'ils ne fuient et du coup ne jamais le perdre quelque part? J'attends de voir. Je suis vraiment curieux de comment ça va évoluer. Et je suis vraiment curieux aussi, je me demande. Attention parce que ça peut peut-être spoil, j'en sais absolument rien puisque j'ai jamais lu ce texte. Mais je fais une supposition, je fais une hypothèse. Je me demande aussi si le livre premier ne serait pas narré par un personnage et le livre second par un autre personnage. J'en sais rien, je vais pas aller vérifier parce que je veux pas me faire spoiler. On verra bien ça. Bref, sur ce les amis, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous remercie extraordinairement beaucoup. Ça veut rien dire ce que je dis. Je vous remercie vraiment d'être passé. Vous avez été nombreux dès le début du live. Ça m'a fait vraiment plaisir. Encore merci Mopito pour le don de 100 bits. Ça fait trop zizir. Et c'est tout pour les lives cette semaine, a priori. On a encore un rendez-vous qui est sur Discord de 21h à minuit dimanche pour la veillée, pour ceux qui le désirent. Et si je me fais pas de limbago dimanche, comme la fois passée, mais bon, ça devrait le faire. Et puis, on se retrouve pour les lives de la semaine pro. Les lives de la semaine pro, ça sera lecture mardi-vendredi a priori. Et peut-être un live de gaming sur Sea of Thieves. Comme vous le savez, en ce moment, je fais pas beaucoup de live. Non seulement pour me remettre dans le bain des lives, parce que j'ai fait un peu un trop plein et j'ai été un peu lassé, on va dire, à un moment. Donc voilà, je m'y remets doucement. Et aussi, tout simplement parce qu'en ce moment, mes journées sont plutôt, en tout cas j'essaie de plutôt les dédier à mon travail sur mon bouquin à paraître. Voilà, voilou. Ah, Nils, toujours là, ça fait plaisir. Bonne soirée, bon week-end à tous, en effet. C'est vrai qu'on est vendredi, putain, c'est ouf. Bon samedi dimanche à tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Je sais même pas si je l'ai déjà dit à l'oral. Est-ce que ça fait ridicule de dire ça à l'oral, les amis? Parce que c'est une expression que j'aimais bien dire bon samedi dimanche au lieu de bon week-end. Bref, il y a Aude à la joie qui est en live, qui fait une lecture spéciale Halloween. Je sais pas si son live va encore durer longtemps ou pas, parce qu'en général, elle les fait pas durer trop tard. Dans le doute, je lance un raid chez Aude. On va faire ça quand même. Alors attendez, parce que je suis jamais sûr. Je crois que c'est tout collé. Ouais, c'est ça. Aude à la joie. Je lance un raid chez Aude pendant mon outro. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Merci, merci les coups de porte. Et puis, bah, si vous y allez, dites-lui bonjour pour moi parce que je pense pas que je vais pouvoir passer la voir pour le coup. Mais bon, bref, j'envoie le raid. À la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming ou que sais-je encore. Je vous souhaite de passer une bonne nuit à tous, un bon week-end et à la prochaine. Bye bye!